Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent, podcast de l'été. Oui, même en cette fin août, vous êtes peut-être en mode rentrée, comme beaucoup d'entre vous, mais nous, on est quand même sur nos podcasts en termes d'été, on veut prolonger un petit peu le plaisir. Et on vous a concocté un top 5. Vous allez nous en dire des nouvelles dans quelques minutes. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter la fine équipe. Là, on a choisi le gratin. Hein. Attention pour cette émission-là. On va commencer avec peut-être celui que vous avez le moins entendu dans les épisodes de l'été. Tu étais venu en début d'été. C'est Jules. Salut Jules. Salut Chris, salut tout le monde. Content d'être là pour ce podcast. Hâte de voir les top 5 des autres. Yes, on va pouvoir en parler dans quelques instants. Évidemment, mon partenaire du mercredi, du lundi, il est tout le temps avec moi, c'est un plaisir toujours, c'est Tom. Salut Tom. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. J'ai très hâte de faire ce podcast avec vous et je pense qu'on va se régaler pour cette fin d'été. Oh, tout à fait. Et enfin, il ne manquait que lui pour compléter notre petite cerise sur notre gâteau. J'espère qu'elle ne sera pas avariée. C'est Yannick. Salut Yannick. Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, moi aussi, je suis très hypé. Et alors, autant, tu vois, j'ai été reposé après quelques jours de vacances. Je sens qu'il y en a qui vont me pomper toute mon énergie aujourd'hui. Bon, on vous propose, on espère, en tout cas, nous, on est très motivés. Alors, on est motivés de base, tout le temps, à vous proposer des contenus, podcasts, live, etc. Mais c'est vrai que celui-là, on l'attend depuis un moment. Ce top 5, on va pas laisser le suspense plus longtemps durer et on va vous proposer notre top 5 des joueurs américains ayant joué ou jouant actuellement en NBA. Rappelez-vous, en début d'été, messieurs, la plupart de vous vous étiez déjà là. On avait fait un top 5 des joueurs internationaux qui avaient pratiqué ou qui étaient en NBA. Et c'est vrai que ça avait déjà emmené des discussions, des échanges. Les gars, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on s'est dit pourquoi pas faire la même chose, mais avec les joueurs américains. Totalement. Moi, j'étais absent de ce podcast des joueurs internationaux et je vous avais écouté avec plaisir. J'avais entendu quelques absurdités de certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, mais je me prépare entre guillemets à répondre aux absurdités de ces mêmes personnes-là aujourd'hui. Mais je pense qu'on va se régaler aujourd'hui parce que autant les joueurs européens, entre guillemets, c'est un condensé, les joueurs internationaux, c'est un condensé un peu plus court. Autant les joueurs américains, on va pouvoir remonter des années en arrière. Et en même temps, pas tant, je pense. On ne va pas remonter si loin que ça pour certains de nos joueurs de notre top 5. Mais il y a une variété qui est quand même, un panel de joueurs qui est quand même beaucoup plus important. Donc, ça va amener à débat. Est-ce qu'on va remonter des décennies ? Ce sera la question. On va voir ça pendant cet épisode. Alors, juste avant les petits rappels habituels, après on va vraiment se lancer là-dedans, messieurs, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire et on sait déjà qu'il va y avoir du débat. Vous retrouvez les articles, vous retrouvez les autres émissions, podcasts, que ce soit sur la NFL, sur la NHL, la MLB, donc la NBA, évidemment, même si on est plus en mode été, donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Vous avez également les plateformes d'écoute audio, Spotify, Deezer et compagnie, et le site internet et l'application de The Free Agent. Tout ça, c'est gratuit, donc allez-y, n'hésitez pas. Ça nous soutient, ça nous donne de la force. On est toujours content de voir les vues, les likes et toutes les retombées, en tout cas tout ce qu'on peut avoir vis-à-vis du public qui nous suit, de vous qui nous suivez principalement. On rappelle pour ce top 5 que c'est un classement totalement subjectif. Parce que voilà, on ne veut pas avoir non plus une fronde à la fin de l'émission. Classement qui ne se base pas uniquement sur les palmarès, sur les titres, sur les récompenses individuelles et collectives. On n'est pas là pour faire le meilleur joueur selon nous, tu vois. C'est vraiment un classement qui s'appuie sur notre histoire vis-à-vis de la NBA, vis-à-vis du basket en général, parce qu'on pourra peut-être parler aussi des joueurs américains qui ont cartonné sur des compétitions internationales, pourquoi pas. Et surtout, voilà, les émotions que ça nous a procuré. C'est vraiment ça, messieurs. Yannick, tu es d'accord, qui fait le sel et qui fait le fil, en tout cas, de notre classement et de tout ce qu'on a proposé cet été. Oui, tout à fait, avec notre vécu, ce qu'on a pu vivre ou pas avec certains joueurs. Ouais, tout à fait. Bon, on est d'accord, le petit rappel était nécessaire. Alors, le classement va se dérouler comme ceci. Si vous nous avez écoutés pendant l'été, vous connaissez, peut-être pour ceux qui nous découvrent, on va juste faire le rappel rapidement. Donc, un top 5 évidemment, on ira du choix 5 au choix 1. C'est toujours plus intéressant dans cet ordre-là. Et on commencera par une petite wildcard. C'est un peu l'invité qu'on n'a pas réussi à caser sur la table.
il n'y avait que 5 places. Il avait enlevé la veste dans le vestiaire, mais non, il n'y a plus de place. C'est désolé pour toi. Donc, on devra quand même le citer parce qu'on avait envie de pouvoir en parler. Est-ce que pour le contenu, le contexte et tout, on est bon, messieurs? Ouais, c'est tout bon. Ouais, super. On a l'air pas mal. Et ben, on va pouvoir démarrer avec notre wildcard, donc. Et allez, plouf, Jules, on va commencer avec ta wildcard. Donc, un nom, évidemment, on te laisse un petit peu expliquer pendant quelques secondes, quelques minutes pourquoi. Et après, évidemment, on en discute, messieurs, tous ensemble. Ça marche. Alors du coup, moi, sur la wildcard, j'essaie de pas prendre une star, mais je vais partir sur Josh Hart. Alors du coup, en tant que fan des Knicks, en fait, on est vraiment obligé d'aimer ce joueur. Il fait partie du coup des... Je t'aime, Jules, je t'aime. Voilà, t'as Ah. gagné. Voilà, je te demande en mariage, enfin non pas en mariage, mais voilà, je t'offre la main de ma fille. C'est officiel. Alors, il fait partie des 4 de Villanova, avec qui ils ont été champions en 2016. Il a été drafté ensuite, il a commencé sa carrière aux Lakers, puis il est passé par les Pelicans, les Blazers, etc. Et c'est en 2023 qu'il se fait trade chez les Knicks, ce qui pourrait être pour lui peut-être la meilleure chose qui est arrivée, puisque ça match clairement avec la mentalité de Tom Thibodeau, puisque voilà, Josh Hart, c'est vraiment un peu l'homme à tout faire, il va se battre sur tous les rebonds, il va faire un peu le sur-effort pour faire gagner son équipe. Du coup, voilà, j'ai décidé de pas mentionner une star dans cette wildcard, mais un joueur qui est du coup essentiel dans un effectif, clairement. Là, moi, je vais prendre Josh Hart parce que je suis fan des Knicks, mais si j'aurais été fan de Denver, j'aurais pu prendre Aaron Gordon, fan des Celtics, d'Eric White, etc. Et je trouve ça intéressant aussi de faire quand même une mention sur ce type de joueur qu'il faut pour qu'une équipe performe, parce que si on aligne que des stars, ça marche pas. Et voilà. Je l'ai pas mis dans le top 5 parce que après, vous allez voir, moi, mon top 5, ça reste quand même que des stars, voire des superstars. Mais je trouve ça intéressant sur la wildcard de s'appuyer sur ce type de joueurs qui sont vraiment essentiels. Ouais, c'est vraiment ça, la wildcard. C'est vraiment le joueur un peu coup de cœur qu'on peut pas mettre dans un classement top 5, mais qu'on avait envie de citer. Très bon exemple. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est une très belle illustration, Jules, de ce que tu as fait. Yannick, alors, on rappelle, Oui. on est en podcast, donc les gens n'ont pas vu ta réaction où tu as bombé le torse, fier New-Yorkais que tu es, une réaction à, Ouais. à ce nom de Josh Hart. Ah ben Josh Hart, c'est le glue guy par excellence, role player Exactement. qui met tout sur le terrain, qui est capable de jouer 48 minutes. Et plus qu'avec Thibodeau, je trouve que ça va très bien avec la mentalité new-yorkaise. Ouais, je suis d'accord. C'est plus, je trouve qu'en fait, il incarne plus ce qui est l'esprit, le vrai esprit Knicks. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis des joueurs un peu comme lui, ça fit un peu mieux avec le public que la période où il y avait que des pseudo-stars. Quand je dis pseudo, c'était des grands noms, mais qui venaient juste pour prendre leur chèque au Madison. Donc voilà, ouais, je suis assez d'accord. Et puis, fan des Knicks, je peux rien dire. Hein, je suis grand fan des Knicks aussi. En tout cas, Jules, tu nous as tous mis, sur le cul, hein, parce que commencer à une émission avec Josh Hart sur un top 5 des joueurs américains, je t'avoue, c'est là, j'aurais pas mis Après, une pièce c'est pour la dessus, wildcard. Après, ça va être mais- plus des stars quand même. Mais non, ça fait plaisir, ok. Yannick, je te laisse enchaîner sur ta wildcard. Alors moi, comme vous le savez, j'ai du mal dans les classements à mettre des joueurs en activité parce que par essence même, ils doivent changer l'ordre des choses. Donc pour moi, j'ai mis un joueur en activité, c'est LeBron James parce que Hop. il passera. Ben ouais, mais parce que aujourd'hui, on peut pas le classer. Celui qui le classe aujourd'hui, il a forcément tort parce qu'en fait, on ne saura pas dans quelques années. On peut pas gratter dans le marbre. Et ouais. Mais écoute, alors, je vais pas tout de suite déballer mes arguments, mais voilà. Ah ouais, garde-les tes arguments pour LeBron, hein, parce que. Oui, parce que on sait, il annonce depuis des années, quelqu'un ici présent que c'est le numéro 1. Non, il peut pas être numéro 1. Mais j'expliquerai pourquoi. Donc voilà. Ok, mais tu mets quand même, parce que tu dis dans ton argument principal, c'est tu mets un joueur en activité dans ta wildcard, le côté, voilà, juste. Mais Ouais. pourquoi t'as pas cité, je sais pas, J.R. Smith, pourquoi t'as pas cité Jason Tatum, pourquoi t'as pas cité, tu vois. Non, mais parce que en Michael fait, Porter Jr. LeBron, il sera une fois qu'on aura pu avoir une vraie vision sur toute sa carrière, même si le plus gros de sa carrière est derrière. Voilà. Et voilà. Et ce n'est pas exclu qu'il fasse encore quelques dingueries un peu plus tard. Donc on verra. Ok.
Bon, nos réactions de la part de Tom, de moi, Jules, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, ok. Bon, 2 belles surprises hein, dans les premières wildcards. Tom, est-ce que tu nous as sorti une dinguerie à la hauteur des 2 premiers noms qui ont été cités hein? Non, mais j'ai envie de quitter ce podcast là, pour les absurdités que je viens d'entendre depuis 3 minutes. Là, Autant tu vois l'argument de Josh Hart, j'aime beaucoup le fait de ne pas citer une star et de citer comme tu l'as dit, des role-players dont en fait chaque équipe a besoin pour aller au bout. Bon, on reviendra plus tard sur le débat de LeBron James, mais c'est vrai que LeBron James, qui vient d'être drafté, qui a 18 ans, n'a aucun recul sur sa carrière. Et il est compliqué à classer dans un classement all-time. Bref, non, moi, dans ma wildcard, en plus, nous sommes au mois d'août 2024. Nous avons célébré il y a quelques jours son anniversaire. Monsieur Kobe Bean Bryant. Et ma wildcard, c'est un joueur qui est complètement inclassable dans un classement all-time. Quand on discute un petit peu avec différentes personnes fans de basket, il peut rentrer dans un top 5, il peut rentrer dans un top 10, il peut sortir du top 17 dans un top 15. Moi, Kobe, je ne le fais pas rentrer dans le top 5, mais par contre, je le mets en wildcard, et ce qui n'est pas forcément, entre guillemets, sa place dans mon classement all-time, c'est juste qu'en fait, c'est le joueur, pour moi, qui m'a, entre guillemets, donné la passion du basketball quand j'étais jeune. Et puis, revenons 2 minutes sur Kobe, si on peut prendre 2 minutes quand même pour parler de Monsieur Kobe Bryant. Forcément. Voilà, 5 titres de champion, 18 fois All-Star, 4 titres de MVP du All-Star Game, 2 finales MVP, 1 titre de MVP de saison régulière, 2 fois scoring champion, 15 fois All-NBA. Au travers de toute sa carrière, il a eu un Oscar aussi pour un court-métrage. À la fin de sa carrière, ça. À la fin de sa carrière, il y a un match à 81 points. Enfin bref, on ne va pas reciter tous les records de Kobe, mais Kobe, au-delà du basketteur, c'était surtout un mode de vie, c'était une mentalité, c'était une éthique de travail et c'est tout ce qu'on recherchait en fait au travers du basketball. C'était une personne qui semblait inaccessible et en même temps à qui on voulait s'identifier. Il y a beaucoup de critiques qu'on peut apporter sur Kobe. C'était un joueur quand même assez, on va dire, croqueur de ballon. Il avait aussi cet aspect un peu trou noir où on savait que quand on lui donnait la balle, on allait avoir du mal à la retrouver. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de Michael Jordan dans la façon de jouer, dans la mentalité, dans le nombre de trophées remportés. Donc Kobe, c'est tout un tas de choses qui me fait dire qu'aujourd'hui, c'est une wildcard que je placerai 6e. Mais j'entends tout à fait si quelqu'un demain me dit Kobe, il fait partie de mon top 3 des plus grands joueurs de l'histoire. Parce que c'est un joueur inclassable, c'est un joueur qui sera, et je pense, indémodable. Et je pense que il faudra jamais oublier Kobe, quoi. Voilà. Non, oui, je pense que ça, là-dessus, on est. Vas-y, Yannick, hein, vas-y. Pour moi, il y a un truc avec Kobe qui est extrêmement compliqué justement à classer. C'est parce qu'il y a 2 Kobe. Il y a la partie avec le maillot numéro 8 et le 24 aussi. C'est un joueur qui a 2 périodes complètement distinctes dans sa carrière. Et ça, c'est suffisamment rare dans une aussi longue carrière à mettre. Il a joué pour une seule franchise. Il a fait toute sa carrière dans une franchise, ça c'est aussi à mettre à son crédit. Et en plus, c'est un joueur qui a su évoluer. Dans le livre Eleven Rings de Phil Jackson, il y a un côté filial de Phil Jackson avec lui qui est beaucoup plus développé qu'avec d'autres joueurs. Et il y a tout ça. Et Tom l'a très bien dit. Kobe Bryant, c'est aussi la Mamba mentality. C'est un truc vraiment très très à part. Et voilà, et il sera reconnu pour ça. Et une saison où il n'avait pas de sponsor chaussures et il a sorti toutes les sneakers du monde possible et imaginable cette année-là. Il a joué avec toutes les sneakers les plus iconiques possibles. Donc voilà, pour tout ça. Ok, de toute façon, Kobe, on en parlera dans quelques minutes aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je vais vous proposer ma wildcard, comme ça, on aura fait le tour. Russell Westbrook, pour moi. Le monsieur triple-double, le Brody, du Thunder en particulier. Moi, c'est vraiment
c'est un joueur que j'adore. Je sais que c'est un joueur très clivant. Peut-être que parmi vous qui nous écoutez, il y a des gens qui ne supportent pas le joueur, le caractère, le personnage, et il y a peut-être des gens comme moi qui l'adorent, qui sont en admiration devant ce qu'il fait, devant ce qu'il a fait plutôt. Il est quand même plutôt sur la fin de la piste que le début en tout cas. Mais moi, c'est un gars que j'adore toujours observer, mais que j'ai adoré suivre, qui m'a procuré des émotions folles. J'en ai parlé plein de fois dans une époque du Thunder que j'ai totalement adoré. Donc il y a vraiment cette part de subjectivité en plus. Il a claqué des performances, il a claqué des records, MVP, 42 triples-doubles en une saison. Il a battu des records qu'on pensait inatteignables en fait. Quand vous regardez un petit peu les archives de la NBA, qui sont quand même assez riches, il y a quasiment 80 ans de ligue. Ces records-là d'Oscar Robertson, difficilement atteignable. Il y a beaucoup de records. On disait c'était une autre époque, c'était une autre façon de jouer, c'était une autre adversité, tout ça. Et en fait, il a banalisé. Mais je dis pas ça péjorativement, mais il a banalisé quand même le triple-double. On voyait dans ces époques-là, quand on se réveillait tous les matins, ok, il a fait un triple-double en moins de 20 minutes. Il a fait un triple-double alors que 3 ou 4 jours avant, il s'était fait opérer du visage. Il y avait une histoire comme ça aussi. Moi, je trouve que ce mec-là, il est vraiment incroyable. On parlait de la Mamba mentality de Kobe et tout. Lui, c'est encore différent, mais il y a ce côté, je vais tout donner sur le terrain, je vais mourir sur le terrain. On a l'impression pour Russell Westbrook que chaque match est son dernier match. Et il va tout donner, en fait, pour lui, pour ses coéquipiers, pour son équipe. Moi, j'adore ce mec-là, j'adore cette mentalité-là. Il a eu une période compliquée quand il a été aux Lakers, et avec Tom, c'est vrai qu'on a une affiliation particulière pour cette équipe des Lakers. Donc moi, c'est vrai que quand j'avais vu Westbrook arriver aux Lakers, j'étais comme un fou. Il y avait un joueur que j'adore qui va arriver dans une franchise que j'admire. Ça n'a pas fité, c'est pas grave. Mais moi, c'est vraiment cette époque Thunder que je vais garder, et le numéro 0 de Westbrook doit être retiré à OKC, parce que même si OKC ça vient de Seattle et tout, la franchise vraiment d'Oklahoma City Thunder a un petit passé, a une petite histoire, et je trouve que Russell Westbrook est vraiment le symbole de cette belle histoire en fait du côté du Thunder. Donc voilà, Russell Westbrook pour moi wildcard de ce classement. Ouais, juste si je peux rebondir rapidement sur Russ. Tu as parlé de l'affiliation avec Kobe. Je pense que Russ est l'un des fils spirituels directs de l'époque Kobe, dans sa façon d'appréhender le basketball et dans son éthique de travail. Et tu vois, on parle de joueurs iconiques et de joueurs atypiques. Je ne connais pas énormément de meneurs de jeu qui ressemblent à Russell Westbrook dans sa manière de jouer, dans sa manière de contribuer autant. On a tendance à l'affiler très rapidement à un statman, mais c'est pas que ça, quoi. C'est un joueur polyvalent, c'est un joueur complet. C'était pas forcément un grand shooter, mais il a des shoots iconiques à longue distance qui ont permis notamment contre Denver de qualifier le Thunder et de signer sa première saison, je crois, en triple-double de moyenne, où il obtient le MVP cette année-là, alors que le Thunder termine 8e, je crois, sixième de conférence. Enfin voilà, Russ, c'est un joueur atypique qui est très compliqué aussi à classer dans un classement all-time. Et ce sera peut-être l'un de ces monstres sans bague. Moi, je croise les doigts tous les jours pour que Russ puisse tomber dans une franchise où il va aller chercher une bague, parce que ce serait tellement beau pour ce joueur qui puisse ajouter un trophée à son palmarès. Mais quel joueur et quel homme. Ouais. Il pâtit beaucoup du fait qu'il soit arrivé dans la NBA puissante, où en fait les joueurs sont tellement tous techniques que c'était surtout de la puissance. Oui. Et il a toujours dégagé une puissance au point où au début de sa carrière, on se demandait quel était son vrai poste. Quel était son poste? Est-ce que c'était un vrai meneur, ou est-ce qu'il fallait le décaler au poste 2? Je pense qu'il aurait peut-être pu faire une carrière sur le poste 2, même s'il n'avait pas le shoot, mais voilà. Et surtout, c'était un joueur atypique dans une NBA qui s'est beaucoup décalé vers la ligne à 3 points.
Oui, donc bon, voilà, moi je voulais le citer parce qu'il fait partie de ces joueurs-là que j'ai adoré observer, même s'il est toujours en activité évidemment, mais dans un rôle un petit peu différent aujourd'hui. On va aller vers notre numéro 5, messieurs, on va commencer vraiment à rentrer dans le classement. Je me permets juste très rapidement de monopoliser une nouvelle fois la parole parce que mon numéro 5 c'est Kobe. Voilà, comme ça au moins ce sera fait. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Tom tu as pu dire. Je vais juste rajouter, voilà, moi j'ai une vraie histoire en plus très personnelle. Alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer évidemment, mais le jour de sa disparition, c'est un 26 janvier. Et 26 janvier, c'est mon anniversaire en fait. Donc je peux vous dire que tous les 26 janvier, il y a toujours une petite part de moi qui est un petit peu triste vis-à-vis de tout ça. C'est un dimanche soir, c'est un dimanche soir que je garderai à vie, pas pour les bons souvenirs évidemment, mais au-delà de cette anecdote personnelle, voilà, il y a toute l'affiliation, la Mamba Mentality, son dernier match contre le Jazz, où certes il a beaucoup croqué, où certes on lui a donné tous les ballons, il y avait le côté un petit peu trop parfois américain ou un peu trop gros. Mais c'était juste, voilà, c'était un match totalement dingue. C'est un match où voilà, tu te lèves à 4h30 du matin parce que le match était au Staples Center à l'époque, c'était ce temps-là. Et voilà, tu restais à regarder, tu savais que tu étais en train de regarder les dernières actions d'une légende qui était sur le terrain en fait. Et après, bien évidemment, on en aurait peut-être encore plus profité si on avait su la suite, malheureuse pour lui en tant qu'homme. Mais joueur incroyable qui a claqué des records de dingue, des maillots iconiques, cette affiliation avec Shaq. Avec Shaq aussi au début des années 2000 avec les Lakers. Vraiment, la thèse et l'antithèse, le noir et le blanc, c'était vraiment les... Et pourtant, ça a marché. Et pourtant, ils ont été au bout, ils ont glané des succès, ils ont fait péter des performances dingues. Et au bout d'un moment, ça a pété, ça a clashé. Mais c'est aussi ça, Kobe. C'est un mec totalement incroyable qui ne devait pas être simple à vivre, honnêtement, quand tu étais coéquipier. Mais quand toi, tu es observateur du basket, tu ne peux que t'incliner devant le talent de ce mec-là. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai pu le mettre que 5e parce que les autres joueurs, je les ai davantage observés, vus dans mon histoire avec la NBA que Kobe. Tu vois, tu t'en parlais, Yannick, le jeune Kobe, je ne l'ai quasiment pas vu, moi. Le Kobe, c'est le 24. Après, j'entends ceux qui disent, moi, Kobe, c'est le 8 et tout, machin, c'est les images où... j'entends, mais c'est vrai que pour moi, c'est le maillot 24. Donc, voilà. Donc, pour moi, voilà, Kobe numéro 5, comme ça, on a passé, sauf si quelqu'un, évidemment, a un Kobe un peu plus loin, mais on reviendra du coup à ce moment-là. Allez, Yannick, ton numéro 5. Moi, tu parlais de subjectivité tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la communauté américaine, qui s'est beaucoup investi dans la lutte pour les droits civils et qui en plus a gagné beaucoup de titres. C'est Bill Russell. Bill Russell qui a complètement changé la NBA. Donc c'était quand même un... Alors si vous voulez vous documenter sur lui, il y a Netflix qui avait fait un reportage très intéressant. Il est arrivé à Boston et dans un climat bostonien très compliqué pour les Noirs à l'époque, il a réussi à retourner tout le public et à gagner 11 titres, dont 2 en tant que coach joueur. Il faisait les deux, donc c'est aussi des duels fratricides avec Wilt Chamberlain. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'est un joueur complètement iconique. 11 titres, ce sera jamais égalé. Voilà, il représente aussi toute la période Celtics où ils ont gagné tous les titres. Et sans lui, Boston ne serait pas Boston. Voilà. Grand homme, grand joueur, Bill Russell. Paradoxalement, tu vois, c'est pas forcément un joueur qu'on va retenir pour sa domination, ses statistiques sur le terrain, mais c'était un joueur qui était tellement fort et tellement complet. Et puis, il y avait un sentiment de capitaine, c'est-à-dire que tu étais dans l'équipe de Bill Russell, tu avais envie de le suivre, et tu jouais contre Bill Russell, tu avais envie de le respecter. Il y avait un aura, il y avait un charisme, il y avait quelque chose, tu vois. Et puis, je suis content que tu t'aies parlé du documentaire Netflix, parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est très, très bien fait. Et honnêtement, pour les gens, parce qu'on ne va pas se mentir,
Il y a très peu, je pense, de nos auditeurs qui ont pu suivre les matchs de Bill Russell au long de leur carrière. Et puis même, tu vois, en France, à cette époque-là, la NBA On n'avait pas. voilà, la NBA n'était pas médiatisée. Du coup, ce qu'on connaît de Bill Russell, entre guillemets, c'est les documentaires, les vidéos et les statistiques. Mais ce documentaire est très bien fait sur son impact social, sur son impact sur le terrain, sur le nombre de titres gagnés. On sait aussi que Bill Russell, entre guillemets, n'a jamais réellement digéré le non-respect du public bostonien, et à la fin de sa carrière, il a mis beaucoup de temps à retourner à Boston. Il voulait même quitter la ville, et je crois qu'il l'a quitté, si je ne dis pas de bêtises. Donc non, c'est un joueur particulier, c'est un homme hors norme, et puis comme tu dis, je pense que 11 titres, bon courage pour que quelqu'un atteigne ce record-là, en étant en plus coach joueur à l'époque. Bon, alors bien évidemment, il faut mettre tout ça en... Il faut remettre aussi la question de temporalité. Il y avait beaucoup moins d'équipes, il y avait beaucoup moins de concurrence. C'était une NBA complètement différente. Mais Bill Russell est l'icône de cette NBA-là, à une époque où il y avait quand même des Jerry West, des Will Chamberlain. Donc, bravo Bill Russell. Jules? Moi, j'ai rien à rajouter, franchement, ce que vous avez dit. J'ai regardé le documentaire aussi. Et ouais, franchement, hyper intéressant. Forcément, je l'ai pas vu jouer, mais je suis d'accord, je trouve que ça dépasse son statut, il dépasse vraiment le cadre du sport. Et ouais, voilà. Non, totalement d'accord. Dans une NBA, comme tu l'as dit, dans les années 60, où il n'y avait que 8 équipes. Donc aussi, c'était totalement, totalement différent comme façon de voir la compétition. Mais c'est vrai que voilà. Oui, mais le talent était beaucoup plus concentré. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que cette rivalité de Bill Russell contre Wilt, ça fait partie de cette histoire de la ligue, de la NBA. Ça restera là. Et c'est vrai que c'est très bien, même pour les plus jeunes générations, d'aller via des documentaires, via des vidéos sur YouTube et compagnie, d'aller revoir ça et de s'informer et de continuer à conserver la mémoire de ces grands joueurs, mais de ces grands hommes d'abord. Très bien pour Bill Russell. Yannick. Tom, ton numéro 5 ? Ouais, écoutez, moi je vais rester chez les Lakers et je vais rester sur ce qui peut s'apparenter avec Kobe, peut-être la plus grande légende de l'histoire des Los Angeles Lakers. Robert Horry. C'est un meneur de jeu qui a eu une carrière pas si longue qu'il aurait dû avoir, mais monsieur Earvin Magic Johnson est mon numéro 5. Magic, je pense que c'est peut-être le surnom le plus iconique de l'histoire du basket. On parlait d'impact social avec Bill Russell. C'est pas forcément le même impact social parce que c'était pas les mêmes, entre guillemets, mouvements sociaux à l'époque et les mêmes guerres sur lesquelles Magic s'est penché. Mais c'est un joueur qui a eu pour vous retracer un petit peu l'histoire, c'est un joueur qui a été séropositif. Du coup, ce qui a raccourci énormément sa carrière. Mais le talent du joueur est juste extraordinaire. On parlait tout à l'heure, on parlait de Russell Westbrook qui était un meneur de jeu complètement atypique. Magic, c'était un meneur de jeu complètement démesuré. C'est 2,6 m pour 97 kg Magic. En fait, quand ce mec est arrivé en NBA, il y a un truc qui a changé. Il y a une rivalité avec Larry Bird. C'est peut-être la plus belle rivalité de l'histoire du basket parce qu'on a essayé de les opposer alors que c'était deux potes qui ont en fait fait passer aussi un cap à la NBA et au basket. Et puis Magic, pour vous retracer rapidement sa carrière, c'est 12 fois All-Star, c'est 10 All-NBA, 3 finales MVP, dont 1 lors de son année rookie, 3 MVP, dont 1 lors de son année rookie, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est Magic. Non, Yannick. Non. Il est pas MVP lors de son année rookie, Magic. Non. MVP des finales, non. Non, il est même pas des finales, pardon. MVP des finales. Il est même pas Rookie of the Year, c'est Larry Bird. Il est pas rookie, t'as raison. Ouais, non, j'ai fait un. Non, c'est pas. Je mélange les pinceaux là-dessus. Mais bref, Magic, c'était pour moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps le meilleur meneur de jeu de l'histoire de ce sport. Je vais pas non plus passer des heures à parler de Magic, mais pareil, il y a des documentaires qui sont sortis récemment sur l'époque des Lakers et du Showtime des Lakers. N'hésitez pas à aller les voir, je crois que c'est sur Prime Video. Et puis aujourd'hui, Magic est resté un petit peu dans la franchise des Lakers en tant qu'ambassadeur et influe encore pour la communauté là-bas. Mais quel immense joueur. N'hésitez pas à aller vous mettre sur YouTube et à taper des highlights de Magic parce que ça fait rêver. On ne cite que des grands joueurs et je pense que dans tous les grands joueurs qu'on cite, après c'est très subjectif. Mais pour moi, il n'y a aucun joueur aussi beau à voir que Magic Johnson.
Bon, bah, je crois qu'avec cette dernière phrase-là, t'as tout dit en fait déjà sur ce que tu penses en tout cas Tom de ce jour-là. Les gars, si vous avez une réaction autour de Magic, J'en parle. tu vois là, c'est ce que j'allais dire, tu l'as peut-être dans ton classement un peu plus haut. Oui. Bon, et ben on va se garder ça pour tout à l'heure, bien entendu. Jules, ton numéro 5, s'il te plaît. Alors moi, mon numéro 5, bon, je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que je pense qu'il y en a qui l'ont mis beaucoup plus haut. Mais c'est du coup le seul joueur pas encore en activité que j'ai mis, c'est Michael Jordan. Du coup, en fait, quand j'ai fait le classement, bah, je l'ai pas vu jouer, mais je me trouvais un peu obligé de le mentionner. Pour beaucoup, après, du coup, ça c'est un débat, mais pour beaucoup, ça reste le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Moi, mes connaissances sur Jordan, du coup, elles passent par les vidéos, les highlights, j'ai regardé des anciens matchs de lui. Puis, bah, évidemment, The Last Dance, qui, bah, après, ça c'est subjectif, mais pour moi, c'est peut-être un des meilleurs documentaires sportifs que j'ai jamais vu. Et voilà, pour moi, du coup, Michael Jordan, ce qui m'inspire, c'est un peu, vraiment, c'est la définition de ce que c'est qu'être un gagnant. Donc après, voilà, il y en a qui en parleront mieux que moi, mais c'est champion à l'université, 6 titres NBA, 5 fois MVP, 5 fois MVP des finales, et je crois même qu'il a un titre de meilleur défenseur de l'année, si je me trompe pas. Oui. Et après, si on va, un ouais, scandale, c'est ça. Et après, si on va sur le joueur, bah, déjà, c'est un style de jeu qui est hyper élégant et c'est une mentalité vraiment à part que pour moi, en fait, seuls les grands champions ont. Et voilà, je me sentais, même si voilà, je pouvais pas le mettre plus haut parce que forcément, bah, j'ai 18 ans, je l'ai pas vu jouer dans les années 90. Mais vraiment, pour moi, Michael Jordan, ça reste une icône de ce sport qui va clairement au-delà du basket. Là, et il y a peut-être des gens du grand public qui associent Jordan limite à la marque plutôt qu'au joueur. Ça montre quand même la dimension qu'il a pris dans la vie des gens. Et voilà, je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner. Mais je vais pas non plus m'y attarder plus que ça. Je pense qu'il y en a qui l'auront mis beaucoup plus haut. Ok, alors au-delà du cas Michael Jordan, parce qu'évidemment, vous pensiez bien qu'on allait en parler dans cette émission-là, ce que tu as dit au tout début et aussi à la fin, Jules, moi m'interpelle et je voulais vous poser la question. On sort un peu du fil, les gars, mais voilà, c'est aussi le but de l'émission parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont posés la même question. Tu disais, Jules, que tu t'es senti un peu obligé de le mettre dans le classement malgré que c'est pas du tout un jugement, c'est une question. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, est-ce que vous, les gars, parce que on peut évidemment pas poser la question à vous qui nous écoutez, mais vous allez peut-être avoir cette réflexion-là. Est-ce que vous, les gars, dans votre classement ou quand vous avez fait votre réflexion autour de ce classement-là, qui est quand même assez difficile à faire quand même, vous avez eu ce questionnement-là de vous dire, est-ce que je suis dans l'obligation de mettre tel ou tel nom parce que je sais pas, c'est comme ça. Non, alors moi juste, je te Ouais, vas-y, réponds bien juste à sûr. ta Ouais. question, Chris. Moi en fait, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas forcément la notion d'obligation. C'est plus que bah justement en fait, même en n'ayant pas vu jouer, il a quand même impacté la culture que j'ai sur le basket, etc. D'accord. Via Ok. tout ce que je t'ai dit, les matchs Oui. que j'ai regardés, les highlights, The Last Dance évidemment. Et voilà, c'est pas forcément obligation, c'est juste que en fait, et là après le reste des joueurs que j'aurai au-dessus, bah c'est des joueurs que j'ai vu jouer. Mais je trouve qu'en fait, même ça montre que même pour moi, quelqu'un qui est 18 ans, je le mets dans mon top 5. C'est-à-dire que ça montre quand même l'ampleur que ce joueur a. Ok. Ouais, moi j'aime beaucoup ton raisonnement, Jules. Je le trouve hyper cohérent et même si ça fait frémir Yannick, le côté où là c'est un top 5 qui est quand même assez subjectif et il faut aussi prendre en compte que bah, le temps passe, les générations évoluent et que tous les joueurs comme Bill Russell, comme Will Chamberlain, comme Magic Johnson, comme Jordan, c'est des joueurs que nos plus jeunes générations ne verront pas voir, enfin ne verront pas jouer au basket. En fait, apprendront à les voir au travers de documentaires, à travers de vidéos YouTube, au travers d'héritage en fait. Donc c'est cette question d'héritage. Moi, pour répondre à ta question, Chris, il y a un joueur dans mon top 5 que j'ai mis pour l'héritage qu'il a donné. Alors qu'honnêtement, c'est pas un joueur avec qui j'ai une affiliation particulière, si ce n'est l'équipe dans laquelle il a joué, et c'est pas un joueur que j'ai vu jouer et avec qui je prends. Je prends pas forcément de plaisir à voir ce joueur, mais pour l'héritage basketball et culturel qu'il a, oui, je l'ai mis entre guillemets un peu par obligation, tu vois. Ok. Toi, Yannick, est-ce que dans ta réflexion générale, est-ce que tu as eu ce cas de figure ou pas? Moi, dans mon top 5, c'est des joueurs qui ont ce que j'appelle moi des game changers. C'est-à-dire que ils ont apporté un truc différent dans le basket et dans la culture basket. J'y reviendrai sur certains joueurs. Tu vois, on parlait de Bill Russell, c'est son impact en tant qu'homme à côté.
On va parler après des autres joueurs et je développerai là-dessus. C'est la legacy se construit aussi par la côté basket. Tu Ok. vois, Ouais, je suis d'accord. et l'aura que tu peux avoir à côté. Je vais juste prendre un exemple puisqu'il a été cité, mais j'en parlerai plus tard. C'est Magic. Il faut savoir que avant que Magic arrive aux Lakers, la NBA, c'est limite, je vais exagérer un peu, mais un truc qui se joue dans un préau et avec que des franchises déficitaires. Il arrive, c'est les premières finales qui sont diffusées en direct à la télé. Donc, si tu veux, si aujourd'hui on arrive aujourd'hui à un basket mondial, c'est en partie avec Magic et Bird, puisqu'ils sont indissociables. C'est les deux, c'est cette rivalité. C'est avec un monsieur qui est un petit peu, qui est un peu sulfureux, mais c'est David Stern qui a lancé un produit qui était la NBA, qui a relancé complètement un produit. Donc juste après, Chris, je te redonne la main, juste après tout cet argumentaire que je trouve très cohérent et très bon, Yannick, tu te permets quand même de ne pas mettre LeBron James dans ton top 5. Bref, allez, poste, on y reviendra plus tard. Est-ce qu'il a fini sa carrière pour avoir une vue d'ensemble de sa carrière? Non, mais je pose ça et après, je reviendrai sur LeBron James quand tu en parleras. Bon, on va avancer, messieurs, parce qu'on a un classement à dérouler, et plus on va avancer, plus il y aura de la discussion, je présume en tout cas. Avec non et de la mauvaise foi de la part de Tom. Oui, tout à fait. Ou de la tienne. Ah oui, moi c'est dans le Ou un peu des deux. Allez, un peu des deux. Allez, numéro 4, bah tiens, Jules, si tu veux bien, ton quatrième du classement. Alors, moi, en quatrième, je vais partir sur Devin Booker. Donc, Devin Booker, passé par Kentucky, drafté par les Suns, qui a donc été, pour le moment, sa seule franchise. Et après, ça, c'est qu'un avis subjectif, hein, mais pour moi, actuellement, c'est peut-être le joueur je trouve le plus élégant à avoir joué. On sait que c'est un grand fan de Kobe, et je trouve que ça se ressent vraiment dans son jeu. C'est vraiment un pur scoreur. D'ailleurs, ça fait quand même partie des joueurs qui ont réussi à atteindre la barre des 70 points, même si maintenant, il y en a plus qui le font. Ça reste quand même, je trouve, une barre assez symbolique. Et c'est également la maîtrise à la perfection du mid-range. Donc pour l'instant, Devin Booker, c'est un multiple All-Star, mais il n'a pas encore gagné. Mais après, moi, je trouve que sur ça, il est encore jeune et il a encore du temps pour prouver. Et voilà, moi, c'est un joueur que vraiment j'adore jouer, que j'adore voir jouer. Et voilà. Et après, j'aimerais juste aussi faire une mention sur là les Jeux Olympiques de Paris, où dans les médias, ils ont beaucoup parlé de son rôle, où il s'est un peu mis en retrait. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, en fait, parce qu'on sait que quand il est au Suns, Devin Booker, il prend énormément de tirs, même là, avec Kevin Durant et Bradley Beal. Et en fait, là, qu'il arrive à se mettre en retrait et à défendre fort, quand même, j'ai quand même vu, je trouve au JO, il a vraiment défendu fort. Il a des fois refusé des tirs pour les autres, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, ça montre un peu l'intelligence du garçon, je trouve. Voilà. Mais ça va être à observer ce que tu dis à la fin sur l'équipe Team USA, parce que ça serait pas le premier joueur à changer un petit peu son approche d'une saison NBA après avoir été au sein de Team USA et après avoir été, en plus, quand tu vois l'armada qu'il y a eu cette année et toute l'expérience qu'il a pu avoir, ça peut être intéressant de voir en effet ce que Devin Booker va apporter. Il a quel âge, Devin Booker? Parce que alors, Devin Booker, 28, je crois. 27, ouais, 27. pardon. Ouais, 30 octobre, donc ça sera très proche en tout cas pour les 28. Donc jeune, mais voilà, tu vois. Sur ce profil-là de jeu, il va pas lui rester 10 ans, tu vois, mais ok. Après, juste, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, Booker, l'aspect des 70 points, j'entends ce que tu dis, mais en fait, pour moi, c'était un Booker l'époque où c'est dans une défaite, c'était contre Boston, je crois. C'est ça, c'était au TD Garden même. Ouais. Il lui donnait tous les ballons pour qu'il shoot. Et c'était vraiment l'époque vraiment horrible à suivre de Phoenix, en fait. Oui. Donc, c'est vrai que c'était... En fait, on parle souvent de ces 70 points de là de Booker quand on veut critiquer son côté croqueur et dans la mauvaise période de Phoenix. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est quand même mieux. C'est pas encore la panacée, mais c'est quand même mieux. J'imagine qu'aucun de vous, messieurs, au-dessus n'a Devin Booker dans son classement. Moi, il serait dans mon top 5 des joueurs que j'ai vus de mes yeux. Hein, mais c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal.
Ouais. Moi, là où je rejoins Jules, c'est que c'est l'un des joueurs esthétiquement actuellement qui est l'un des plus beaux joueurs à avoir joué, je trouve. Comme tu parlais, il a un mid-range magnifique et puis même c'est un handle qui est très très beau, Devin Booker. Et il Ouais. ne faut pas oublier qu'il n'est pas passé si loin de prendre une bague très très tôt, Devin Booker, parce que c'est des finales perdues contre Milwaukee, où lui, à la différence d'un certain Chris Paul, sort des séries de playoffs et des finales qui sont tout à fait honorables. Peut-être en effet que la médaille olympique va faire passer un cap à sa carrière. Moi, j'attends de voir la suite. Il est évidemment, bien évidemment, trop tôt pour moi pour le classer dans un top, mais j'entends l'argument parce que Devin Booker, c'est un joueur assez clivant, mais qui est quand même assez beau à avoir joué au basket. Ok. Ouais, moi, le fait qu'il rentre dans mon top 5, c'est aussi vraiment là le côté, ouais, c'est ça, subjectif de j'adore le voir jouer, quoi. C'est surtout ça. Ah oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on a mis en préambule dans le podcast. Hein. Après, il y a très certainement des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est notre parti pris en tout cas et on l'assume pleinement et c'en est une très bonne illustration. Yannick, ton numéro 4. Eh ben moi, je parlais de game changer. C'est un joueur pour qui la NBA a créé des règles pour l'empêcher de tout péter. D'ailleurs, il cassait des paniers. C'est le Shaq, Shaquille O'Neal. Il a vraiment changé la face de la NBA. Il a tué la concurrence. C'est-à-dire qu'après lui, il y a quasiment plus de pivots aussi dominants. Il arrivait mais il a complètement pris la ligue. Enfin, c'était un tsunami, quoi. Le gars, il défonçait tout le monde, il a défoncé des paniers. Je te dis, dans une saison, il a cassé 2 paniers, quoi. Ah oui. Donc, À l'entraînement aussi, il y avait des paniers qui pétaient. C'était. Ouais, et donc c'est un gars, voilà, il a complètement changé. Et un mec qui a fait du show toute sa vie, quoi. Après, il y a aussi la face sombre de Shaq, c'est-à-dire qu'il préférait rigoler que s'entraîner. Il bouffait, machin. Quand on a parlé de Kobe, c'était un petit peu la guerre entre les deux, parce qu'il y en a un où l'éthique de travail, c'était par-dessus tout, parce qu'en fait, il aurait voulu que Shaq s'entraîne pour gagner tous les titres de la décennie, ce qui n'a pas été, puisque Shaq avait d'autres choses. C'était pas le même amour du jeu, mais une puissance et on parle pas assez souvent, mais une technique quand même pour un mec de sa stature. Donc c'était vraiment fabuleux, quoi. Pas de surprise, c'est vrai que Shaq dans un top 5, il n'y a pas de gros blasphème là-dedans, les gars. Ouais, et juste une chose, pardon, ouais, vas-y. Ça correspond aussi avec il arrive la saison après la Dream Team où il y a l'explosion de la NBA en Europe et en France notamment, avec des magazines partout où on suivait match par match ce qui se passait, puis un suivi avec Canal+ à l'époque qui présentait les matchs. Et avec, j'en place une pour Georges Eddy, voilà, qui est quelqu'un qui a contribué beaucoup pour la NBA en France. Carrément. Et c'est vrai que Shaq, donc c'est les Lakers, mais c'est aussi Orlando, hein, les jeunes débuts du côté du Magic. Ouais. Un vrai maillot aussi très, très beau, très iconique du côté de la franchise de Floride. Bon, après, les errements du Shaq dans les dernières franchises, on va les oublier. Il a été quasiment partout, hein, mais c'est vrai qu'il y a le Shaq Lakers, mais il y a aussi le Shaq Orlando, les jeunes débuts qui sont quand même, c'est du lourd. Ouais, et il a même joué à Cleveland. Oui, voilà, mais bon, il a joué à Boston, il a joué à Miami, il a joué partout, tu vois. Où n'a-t-il pas joué, notre ami Non, Shaq? mais Chris, je pense savoir pourquoi Yannick cite Cleveland. Mais en plus, ce qui est rigolo Oui, avec j'ai bien compris aussi. Ce qui est rigolo avec Shaq, c'est que c'est initialement un Floridien, mais par contre, c'est pas Orlando qui va chercher sa dernière bague. Si je dis pas de bêtises, c'est avec Dwayne Wade à Miami. Oui. Bon, alors, c'est un Shaq en fin de carrière, mais Yannick, moi, je te rejoins. Shaq, c'est un game changer. C'est un mec qui a changé des règles du basket. Et tu as dit qu'il n'y a pas eu depuis de pivots aussi dominants, mais je ne sais pas s'il y a eu énormément de pivots aussi dominants en fait, dans l'histoire de la NBA. Ça doit se compter sur les doigts d'une main et d'une seule main, je pense. Shaq, c'est quand même un monstre. Et Shaq, moi, si je ne le rentre pas dans le top 5, c'est parce qu'il y a quand même ce what if de s'il avait eu une éthique de travail. Je pense qu'on aurait pu le classer dans un top 3. Mais c'est aussi ce qui fait la saveur de ce joueur, c'est que
c'était ce côté où le mec, il arrivait les mains dans les poches, il dominait, il repartait, il allait en boîte, ou il allait à Hollywood tourner un film, ou il allait faire n'importe quoi d'autre que du basket. C'est aussi pour ça qu'on a des albums de rap. Ouais, qu'on va pas retenir d'ailleurs. Hein. Oh, beaucoup de sportifs ou basketteurs qui font du rap, on retient pas trop ce qu'ils font là-dessus. Hein. C'est pas leur qualité première. Tom, ton numéro 4. Ouais, et ben moi je vais citer l'un de mes 2 joueurs encore en activité dans ce top 5. J'ai cité un meneur de jeu qui est passé 2e selon moi au classement des meneurs de jeu all-time. Et bien je vais citer celui qui pour moi est passé meilleur meneur de jeu de l'histoire NBA, Monsieur Stephen Curry. Voilà, Steph, tu vois, juste avant, j'ai fait entre guillemets un discours pour dire que Magic c'est vraiment la beauté du jeu, mais en fait Steph, tu vois, on parle aussi de joueurs qui ont révolutionné la ligue. Je considère qu'actuellement et sur les 10 dernières années, la NBA est la ligue la plus compétitive de l'histoire de ce sport. Et qui est sur les 10 dernières années avec LeBron James le joueur le plus dominant de cette NBA? Et ben c'est Steph Curry. Steph, donc en plus un joueur qui pour le moment a fait toute sa carrière aux Warriors. Avant qu'il rejoigne les Lakers dans quelques jours pour nous faire plaisir, Chris. Non, mais Steph, c'est 10 fois All-Star, c'est 4 titres de champion, dont un back-to-back. Et il n'est pas passé loin finalement d'un three-peat. Il est passé à une blessure de Klay Thompson ou de Kevin Durant près d'être un three-peat. C'est 2 fois MVP, dont 1 fois unanime, si je ne dis pas de bêtises. C'est un titre de MVP des finales, dont un autre volé par Iguodala, mais bon, ça, on ne dira rien d'autre. Mais c'est Steph aussi, c'est la domination des Warriors. C'est un joueur qui peut shooter et qui a changé le jeu par le shoot à 3 points. On a même réfléchi à créer une ligne à 4 points pour Stephen Curry. Aujourd'hui, tu vois, c'est rigolo parce qu'on parle de joueurs en activité sur lesquels on n'a pas assez de recul. Et Yannick, je suis d'accord avec toi. Mais là où pour moi, Steph et un autre joueur que je citerai plus tard, on a déjà du recul, c'est que dans notre ligue actuelle, il y a déjà des fils spirituels de Stephen Curry. Et ça, pour moi, pour un joueur en activité, c'est un truc de malade mental et qui m'oblige, entre guillemets, à le classer dans ce genre de classement. C'est qu'il a déjà inspiré des joueurs actuels en NBA. C'est que on parlait d'un esprit de gagnant. Bah, Steph, c'est cette joie de vivre, mais c'est aussi un sacré gagnant. C'est-à-dire que le mec est là pour la compétition. Steph, on l'a critiqué une fois, entre guillemets, que l'époque, entre guillemets, des Warriors était soi-disant révolue quand Kevin Durant est parti. Bah, il est allé chercher un titre sans Kevin Durant, pépère contre Boston il n'y a pas si longtemps que ça, en alignant des stats qui sont de plus en plus folles d'année en année, en s'améliorant aussi sur l'aspect défensif, qui était quand même une grosse carence sur son début de carrière, et on sent qu'il a aussi évolué sur cet aspect de jeu. Puis là, il ajoute un titre olympique. Enfin, voilà, Steph Curry, quand on regardera l'armoire à trophées, quand sa carrière sera terminée, le nombre de records. Et puis, pour terminer mon propos, Stephen Curry est le meilleur shooter de l'histoire de ce sport, ce qui me fait le classer dans un top 5 all-time. Ok, bon, Stephen Curry, on en parlera un petit peu plus tard. Un petit peu beaucoup plus tard même. Donc, on pourra continuer à parler du joueur des Warriors. Moi, je vais vous citer mon 4e. On va essayer de faire court, même s'il y a tellement de choses à dire. Ex-joueur des San Antonio Spurs, Tim Duncan, numéro 4. Dans un précédent podcast, on avait parlé, moi j'ai parlé de Tony Parker, j'ai parlé de Manu Ginobili aussi dans les précédents, donc il fallait parler de Tim Duncan pour avoir ce Big Three des Spurs. Un des meilleurs, si ce n'est, je garde le si ce n'est meilleur ailier fort de l'histoire de la Ligue, dans les top 10 de beaucoup de monde, je pense, de joueurs all-time, quelle que soit la considération. Mais pour aussi beaucoup un joueur, je ne vais pas dire sous-coté, mais qu'on n'a pas admiré à sa juste valeur, parce que c'est vrai que Tim Duncan, c'est pas flashy. Tim Duncan, c'est pas les highlights. Tim Duncan, c'est pas des gros pétards, c'est pas des gros posters. Mais Tim Duncan, c'est The Big Fundamental. C'est ça, hein, ouais. Je crois que c'est ça le nom, un de ses surnoms en tout cas. Voilà, une technique. C'est Shaq qui l'appelait comme ça. Il avait des mains. Voilà, ce mec-là savait tout faire. Il a fait 19 saisons avec le maillot des Spurs. Un de ces rares joueurs qui a tout connu, mais qui a surtout connu toute sa carrière avec un seul et unique maillot.
un maillot en plus incroyable dans une époque, dans une très belle époque de basket et une très belle époque dorée pour cette équipe des Spurs. Et Tim Duncan en est le chef, en est la statue, en est tout ce que vous voulez. Un mec d'une classe folle sur le terrain, hors terrain. Pour donner ses adieux, je crois que c'est par une simple lettre. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de je vais faire une émission télé pour annoncer la fin, tu vois. C'est voilà, un truc très sobre, comme semble être cet homme. Après, parce que nous, on reste sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend, en tout cas. Mais voilà, et un gars qui va rester dans le sérail des Spurs, qui va être là aussi, qui va très certainement aider la nouvelle génération, Victor en particulier. Moi, tu vois, je serais un basketteur professionnel. Je vais aux Spurs, mais qu'est-ce que je kifferais avoir comme mentor un mec comme Tim Duncan, tu vois, parce que tu vas tout apprendre de ce mec-là, autant sur l'aspect technique que sur l'aspect physique, que sur l'aspect du sport en général, la condition de vie, l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, plein de choses en fait. C'est un mec incroyable, un joueur incroyable, dans une époque que moi j'ai adoré suivre. Donc voilà, Tim Duncan, numéro 4 pour moi, messieurs. Ouais, bah t'as tout dit. Alors, il était aussi dans l'équipe des Boring Spurs au départ et qui est devenu le Spurs Basketball, fabuleux par la suite. S'il y avait une chose que je retiendrais de Tim Duncan, c'est son espèce de jab et sur le côté à 45 avec shoot sur la planche derrière. C'est son move signature, tu vois. C'est son truc, tu vois. Le ballon qui te tape là. À chaque fois, il le faisait, à chaque fois, ça rentrait. Tu te dis, mais ça fait 15 ans que tu fais le coup. Et à chaque fois, c'était toujours ça, tu vois. Ouais, 99, 2003, 2005, 2007. C'est ça. Oui, j'ai même pas parlé de son palmarès, mais ça, vous irez. Et 2014. Ça, ouais. Oui, 5 titres pour Tim Duncan. On va enchaîner, messieurs. On va rentrer sur le podium. Ouais. Ça va commencer à chauffer très sévèrement. Yannick, ton numéro 3, s'il te plaît. Mon numéro 3, c'est un joueur iconique. On parlait des droits civiques avec Bill Russell. Il a repris le flambeau. C'est Karim Abdul-Jabbar, né Lou Alcindor, et qui est pour moi le joueur par excellence. Alors, on parlait de séries télé. Il y a une série qui s'appelle Winning Time où il est dedans. Sur la dynastie des Lakers Showtime. C'était un gars qui était un peu blasé, qui était le vieux pro qui attendait, qui prenait juste son chèque, qui faisait ses stats. Et quand Magic est arrivé, qui lui sautait partout, ben voilà, ça lui a redonné un coup de jeunesse. C'est un gars qui a fait sortir le basket des salles et pour aller au-delà. Si vous êtes fan d'humour, je vous conseille Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, où il est un pilote d'avion, mais également un film de karaté avec Bruce Lee. C'était plus que ça. Et c'est aussi un signature move incroyable qui était le Skyhook. Pat Riley faisait Pat the Rat faisait juste montrer juste le point. C'était hop, on donne la balle au poste bas à Karim, il fait son skyhook et il marque. Donc c'est 6 titres NBA, c'est 6 MVP. Voilà, Karim Abdul-Jabbar, il a révolutionné la ligue. Et également une mention pour son passé avec UCLA, ses 3 titres avec UCLA, quand il gagnait tout à l'époque avec John Wooden comme coach. Et c'est une légende des playgrounds new-yorkaises, des playgrounds new-yorkais. Et il était notamment à Rucker Park, qui aujourd'hui a une grande tradition de playground Rucker Park. Lui, il y était tous les étés. C'est là-bas où il a marqué ses premiers paniers. Comme quoi, Yannick, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur notre numéro 3, parce que j'ai aussi Karim numéro 3. T'en as très bien parlé et je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est lui dont je parlais, Chris, tout à l'heure, dans le côté où, de par ce qu'il a légué à l'histoire du basketball, à la culture basketball et ce qui va aussi bien au-delà du basketball dans les droits sociaux, c'est un joueur qui, alors pour le coup, oui, je ne l'ai pas vu jouer et je pense que pas grand monde a vu jouer en direct Karim Abdul-Jabbar parce que côté médiatique, c'était compliqué. Mais c'est un joueur qui, de par ce qu'il cède et de par ce qu'il lègue à ce sport, on est obligé de le classer.
Moi, juste le truc que je rajoute pour Karim, au-delà de tout ce que tu viens de très bien dire, Yannick, on parlait de Shaq qui a changé les règles. Karim Abdul-Jabbar a changé les règles du basket quand il était à l'université parce que ce monsieur, on lui avait interdit de dunker. Voilà, pour vous montrer le niveau de domination de ce joueur. On a dit non, toi, tu es trop fort, donc tu vas pas dunker en fait. Ce qui l'a en fait forcé à trouver une autre solution. Et ce qui a du coup poussé Karim Abdul-Jabbar à créer le move le plus indéfendable de l'histoire de ce sport, qui est le skyhook. Tu en as très bien parlé, Yannick. Qui n'a jamais été en fait copié ni égalé par personne parce que c'est un geste. Par Magic. Magic a gagné un titre avec le skyhook. Ouais, non mais voilà, je parle de régularité, c'est-à-dire surtout pour un pivot. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pivots essayer de chercher des moves indéfendables. Essayez en fait, tout simplement, prenez un ballon, approchez-vous d'un panier, même sans défenseur, essayez de faire un skyhook, c'est juste trop dur à faire. Et ce mec-là l'a perfectionné. Et quand il est arrivé en NBA, en plus, il a eu le droit de dunker. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment un joueur complètement indéfendable et une légende de ce sport. Et encore un Lakers pour moi. Ouais, on va faire le compte. Ça va commencer à faire beaucoup de... Lakers ou Bucks? Lakers. Jules, ton numéro 3. Sauf si c'est Karim aussi, mais peu probable. Non, il a dit que des joueurs en activité. Lui. Oui. Du coup, là, je vais reprendre. Moi, mon troisième, c'est le quatrième de Tom. Et du coup, c'est Steph Curry. Ah oui. Okay. Alors, Steph Curry, un des plus grands joueurs de l'histoire. Je crois, Tom, tu avais fait un podcast, j'avais vu avec Alex de Trash Talk, où tu avais parlé là, de la révolution dans les années 2010. Et pour moi, c'est peut-être Steph Curry le principal acteur de cette révolution du basket dans les années 2010, notamment par le 3 points. Qui, déjà, ça le rend clairement unique. Et ensuite, en fait, c'était pas le joueur le plus dominant à la fac. D'ailleurs, il y a un documentaire, je crois, c'est sur Canal, je sais plus, qui s'appelle Underrated, qui montre du coup son parcours universitaire. Et on voit, du coup, il était pas aussi dominant que ce qu'il est maintenant à la fac. Il est drafté donc en 7e position par les Warriors. Et il a un début de carrière quand même assez compliqué, notamment à cause des blessures. Par les Wolves. La suite de la carrière va s'annoncer quand même bien plus glorieuse, puisque ça va être le franchise player d'une des plus grandes dynasties de l'histoire, même si pour moi, même quand il y avait Kevin Durant sur le doublé en 2017-2018, ça restait Steph Curry le franchise player, l'identité de cette équipe. Donc voilà, 4 titres NBA, 2 fois MVP, 1 fois MVP des finales. Et en fait, moi, je le mets aussi haut parce que j'ai vraiment des souvenirs de matchs où en fait, je le trouve juste injouable. En fait, il est trop fort. Que ce soit, on va pas revenir sur la finale des JO, mais même Non, on va pas par revenir exemple, la Game 7 en 2023 où il met 50 contre Sacramento. J'étais devant ma télé, j'ai halluciné, clairement, je trouvais ça incroyable. Et voilà, pour tout ce qu'il a apporté, c'est le plus grand shooter de l'histoire, comme Tom l'a dit, et pour moi, il était forcément dans mon top 3. Ok, sur la 3e marche du podium pour toi. On reparlera à nouveau de Stephen Curry un peu plus tard dans ce podcast. Mon 3e, ex-coéquipier, entre autres de Stephen Curry, Kevin Durant. Pour moi, messieurs, obligation de citer Kevin Durant pour moi dans ce top 5 extrêmement subjectif évidemment, mais pour moi c'est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire dans toute la panoplie technique qu'il peut avoir. Alors, je mets de côté tout de suite les dérives, les côtés double compte Twitter, les mauvaises sorties médiatiques, etc. Parce que oui, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Mais vraiment sur le terrain, quand Kevin Durant est là avec les capacités physiques, parce qu'on sait qu'il a eu des grosses blessures aussi ces derniers temps, l'ami KD, autant vous dire que voilà, c'est un mec qui est juste injouable, avec une technique, avec une approche du jeu que moi j'adore, un physique aussi, mais dingue, il a des jambes d'une longueur totalement dingue. Je crois que toi, Tom, tu as eu la chance de pouvoir voir Team USA du côté de Paris pour les Jeux, et on en avait parlé en off, et tu me disais, voilà, KD c'est un monstre physique déjà, tu vois. C'est quelque chose que, en tant qu'être humain, il faut voir une fois dans sa vie. Mais comme en fait 2 ou 3 joueurs de cette équipe de Team USA, tu vois, parce que Jules il parlait de Steph, t'en reparleras après. Je pense que Jules reparlera peut-être de KD prochainement, ou je me trompe peut-être, je sais pas.
Non. Bah, en tout cas, ouais, KD, c'est. Tu vois, si on a dit que Steph était le meilleur shooter de l'histoire, peut-être que KD est considéré, en tout cas, dans un débat comme étant l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, ou en tout cas l'un des joueurs les plus indéfendables, parce que on parlait aussi d'esthétique. Kevin Durant, c'est la beauté. Mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que je commence à envisager ton top 2 et je pense que les derniers cheveux d'Yannick finiront par tomber. Vont tomber. Tout à fait. Mais voilà, juste pour aller vite sur KD, parce qu'il faut qu'on enchaîne, mais même tout à l'heure, on en parlait en tout début de podcast, il y a aussi ce que tu fais à l'échelle des compétitions internationales, et Kevin Durant sur la scène internationale, c'est du costaud. Même là, alors très très récemment, on l'a vu sur les Jeux Olympiques où le gars était absent de toute la préparation. On se demandait même s'il allait pas être remplacé au sein de l'effectif. Il rentre dans la compétition et tu prends une claque visuelle, parce que ce mec-là, en fait, je répète, quand il est dans sa capacité physique optimale, il est juste injouable. Donc voilà. Le palmarès, après, il a le palmarès qu'il a dans l'équipe avec Stephen Curry, avec une équipe injouable, machin. Chacun en pense ce qu'il veut, mais le palmarès, il a les 2 trophées de MVP des finales. Il les a pas volés non plus. J'aurais aimé qu'il reste au Thunder. J'apprécierais grandement qu'il y retourne pour finir sa carrière. Je pense pas que ça se fera, mais j'apprécierais parce que l'histoire s'est un peu mal finie avec cette franchise-là. Donc voilà, mais voilà, Kevin Durant, c'est un mec injouable, inclassable, mais que moi je classe quand même numéro 3 de mon classement des meilleurs joueurs américains ayant évolué en NBA. Je sais pas si quelqu'un abordera le cas KD avant la fin de l'émission. Non. Sûrement pas Yannick. Non. Mais non, il est en activité. Ah ouais, il n'y a que Yannick a un argument. Il est en activité. Il y a des gros warnings qui clignotent. Il est en activité. Non, après, ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai amoureux du jeu. On le connaîtra que pour ça. Voilà. Oui, on oubliera le reste. Oui. Mais même, enfin, je trouve que tu sais, il n'y a pas eu de grosse dérive. Après, oui, il y a les comptes Twitter. Mais après, c'est bon. Enfin, voilà, ça fait partie de la génération où ça troll un petit peu. Mais c'est pas non plus, tu vois. Mais il n'y a pas de frasque. Enfin, voilà, c'est pas. Oui, mais il y a des déclats en conf de presse où des fois il a des sorties où tu te dis bon. C'est pas Kyrie Irving non plus, quoi, tu vois. Non. Bon, après, il l'a côtoyé. C'était peut-être pas la meilleure période non plus, tu me diras. Hein, mais t'as vu où ils étaient Oui, ils étaient dans le New Jersey. C'est le fameux. Exactement. Tu vois, maintenant, ça rentre. Je dis plus Brooklyn. Bon, on approche du but. On va arriver sur nos deux premiers. Et Jules, ton numéro 2, tiens, s'il te plaît. Alors, je rappelle que ça reste quand même un classement subjectif. Oula. J'aime pas du tout le début de la phrase. Alors, on rappelle juste que pour l'instant, dans le top 6, on va dire, avec la wildcard, il y a Josh Hart pour ceux qui arrivent en cours d'émission. Donc, on va voir ce que tu vas nous proposer, Jules. Moi, en deuxième, je mets Jalen Brunson. Mais Yannick en PLS, mais en... Ok, vas-y, pardon, Jalen Brunson. Laisse-moi argumenter, Yannick. Mais j'ai rien dit, je suis content. Mais vas-y. Ah, je croyais que tu disais. Mais du coup, ouais, en tant que jeune fan des Knicks, c'est peut-être un des joueurs qui m'a le plus marqué. Il fait également partie du coup des 4 de Villanova, où lui a été champion en 2016, mais également en 2018. Il a été donc drafté au second tour par Dallas. Il a été longtemps backup de Luka. Et à cette époque-là, il montrait des bonnes choses, mais c'est clairement lorsqu'il est tradé à New York que là, son statut va changer, puisque là, ça fait 2 saisons qu'il est dans la Big Apple, et en 2 ans, il va devenir, ça va tout changer pour lui, il va devenir All-Star et prendre ce qui était avant à Julius Randle, entre guillemets, le statut de franchise player de cette équipe, avec un run de playoff là cette année que j'ai juste trouvé exceptionnel. Je crois que c'est 7 ou 8 matchs d'affilée à plus de 40 points. Enfin, c'était juste hallucinant. Et donc voilà, c'est une progression quand même incroyable pour quelqu'un qui était quand même drafté au second tour. Et moi, personnellement, je suis vraiment tombé amoureux de son jeu, meneur de petite taille, mais du coup, qui n'a pas peur d'aller au contact. Et pour moi, ça fait aussi partie de ce type de joueurs où ils arrivent à jouer à leur rythme. C'est-à-dire qu'il impose aussi le rythme aux autres, et ça, je trouve ça très fort. Et moi, personnellement, du coup, c'est aussi parce que je suis fan des Knicks, mais Jalen Brunson, ça fait clairement partie des joueurs pour qui je vais me lever la nuit, les regarder. Et c'est pour ça qu'il est deuxième dans mon classement. Voilà.
Moi, je me permets juste de rebondir là-dessus parce qu'autant je te défendais et je te suivais depuis le début. Là, j'ai du mal à adhérer au fait que tu mettes. Alors, que tu mettes Jalen Brunson, pourquoi pas? Mais pourquoi tu mets Jalen Brunson devant Stephen Curry? Bah, Ah, c'est fan subjectif. des Ouais, Knicks. Fan des Knicks. Ah oui, Fan fan des des Knicks. Knicks. Ah, Ah oui, fan des Knicks. j'avais oublié qu'il y avait cet aspect aussi avec les fans des Knicks qui perdent complètement objectivité par rapport au basket. Mais ouais, ça m'était sorti de la tête. Mais ok. Est-ce que Yannick, tu t'attendais Ouais. au fait qu'on cite 2 joueurs actuels des Knicks dans cet épisode? Absolument pas. Absolument pas. Et attends, c'est pas fini, il y aura peut-être DiVincenzo 1. Hein, Non, il va mettre Mitchell Non, là, c'est fini. Robinson. C'est Non, fini. il va mettre Walt Frazier. Non, honnêtement, alors c'est une grande franchise avec une grande histoire, mais pas de joueur suffisamment iconique pour être pour moi, même un top 10. Le meilleur joueur de l'histoire, c'est Patrick Ewing, qui mérite pas d'y aller, qui est un très grand joueur, hein, mais pour moi, enfin voilà, si je dois être un minimum objectif avec ce que j'ai vécu, voilà, je kiffe les joueurs, hein, je suis pas, mais les joueurs qu'on cite là aujourd'hui, c'est quand même un cran au-dessus. Et si on les avait eus, et certains on aurait dû les avoir, voilà, ça aurait fait autre chose. Ok. Ouais, Bon, non, en tout cas. j'entends clairement. Bah, après, c'est. Voilà, moi, je Non, me suis basé clairement sur ce que Chris m'a dit, subjectif, et du Ah coup. oui, T'as bien oui, raison. mais ouais, bah, après, regarde, on regarde est Tom, il est pareil, hein, il donne du subjectif. Hein. Ah oui. Après, chacun sa subjectivité. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec ce que tu dis, mais on respecte. Et après, voilà, chaque génération a ses joueurs, a ses affinités, ses affiliations. Donc là-dessus, c'est le jeu de l'émission et ça nous apporte des surprises. C'est ça qui est bien aussi. Parce que c'est vrai que si on avait tous cité les 5 mêmes, bon, autant vous dire qu'on se serait moins marré aussi. Donc ça donne un petit peu de piment dans cette émission et c'est pas plus mal. Tom, va-t-il nous apporter ce petit compromis entre les fans d'Enix et le côté armoire archive de Yannick? Mais bien sûr, et puis moi, pour faire plaisir à Yannick, du coup, mon numéro 2, c'est un joueur de Chicago, des Bulls. C'est Josh Giddey. Eh ben oui, oui, il fait vient comme. de signer à Chicago. Non, mon deuxième joueur, bien évidemment, par respect pour le basketball et par respect pour les traditions de ce débat qui n'a ni queue ni tête. Et alors c'est rigolo parce que j'ai eu ce débat-là avec un ami il n'y a pas longtemps et je suis tombé assez d'accord avec lui. C'est le GOAT culturel. Et je donnerais qui est mon GOAT sportif en numéro 1. Mais Michael Jordan est le GOAT culturel de l'histoire de la NBA et du basketball. Donc voilà, le Black Jesus, Captain Marvel, bon bref, vous lui donnez le surnom que vous voulez. Le numéro 23 de Chicago des Bulls avec 6 bagues. Je pense que Yannick va prendre du temps pour parler de Michael Jordan. Donc je lui laisserai entre guillemets ce volet-là. Mais oui, Michael Jordan fait partie de mon top 2 de l'histoire des meilleurs joueurs de l'histoire du basket américain. Bon, et puis même non américain, j'ai envie de vous dire. C'est lui qui a ouvert les portes de la NBA dans le monde. C'est lui qui est, entre guillemets, l'icône du basket mondial et de la NBA. Où que vous alliez sur Terre, vous dites le nom de Michael Jordan, tout le monde le connaît. C'est peut-être l'un des personnages les plus aimés de façon unanime dans le monde, l'une des idoles un petit peu du sport mondial. C'est au-delà d'une icône, c'est un joueur extraordinaire. Il faisait soulever les foules partout où il allait. Je pense que vous, surtout Yannick et Chris, vous l'avez peut-être mieux vécu que nous les plus jeunes, mais quand il arrive en France pour l'événement McDonald's, je pense que c'est un truc qui était à vivre, c'est un truc qui était assez hors norme. Et puis partout où il allait, Jordan... Tu sais, c'est un peu cet aspect où je trouve c'est comme pour nous les Français, comme quand on voit Zizou à la télé, quand on voit Jordan à la télé, il y a ce truc où c'est Michael qu'on voit à la télé, quoi, ou c'est Michael qui se déplace à tel endroit. Donc pour le côté culturel, Michael Jordan est mon numéro 2, et je citerai par la suite qui est le plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Yannick, on est d'accord que Michael, tu vas en parler, mais pas numéro 2. Exactement. Bon, et ben alors on va garder comme ça. Moi, je vais vous donner mon numéro 2 et on pourra
activer le mode débat, le mode fight ultime entre ça, avec Jules peut-être en arbitre entre les deux. Moi, mon numéro 2, j'en perds ma voix. Vous l'avez cité tout à l'heure en 4 et en 3. Bah, moi, je le cite en 2. Stephen Curry, pour moi, juste pour l'impact, j'en parlais ce matin avec un collègue, je lui disais que j'étais en train de préparer cette émission-là, et il m'a dit ah ouais, du coup, et il n'est pas nécessairement, il suit le basket, mais voilà, c'est pas un geek de basket. Il dit ah ouais, Stephen Curry, tu le mets dans ton classement, machin, et tu le mets pas 5e. Ah non, 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 parce que il me dit mais ce mec-là, il a changé la façon de jouer au basket, en fait. Et c'est pas du tout par rapport à cet échange-là que je le mets là, évidemment, mais ça ne fait que confirmer, en fait, ce côté, quand tu es un suiveur plus ou moins lointain du basket ou du sport en général, je parle vraiment du sport en général, tu as très peu d'hommes qui ont changé à ce point leur sport. Et ce mec-là, alors moi en fait, toi c'est pour ça j'en rigole Yannick, mais l'argument il est en activité ou pas. Par exemple pour ce joueur-là, même pour le numéro 2 et le numéro 1, mais pour moi ça ne marche pas, ça ne tient pas parce que tu vois, la legacy, la trace, la légende qu'il est en train de faire et qu'il va laisser, ben voilà, elle est toujours en cours, elle est toujours en activité. Il l'a encore montré il n'y a même pas 2 semaines dans notre capitale, tu vois, où il nous a éteint, il nous a climatisé comme jamais. C'était le seul titre qui lui manquait pour avoir tout gagné dans l'histoire du basket, tu vois, grosso modo. Hein. Mais la dinguerie qu'il a faite pour pouvoir aller obtenir cette médaille d'or, tu vois. Et tout l'ensemble de sa carrière est un chef-d'œuvre. Dans les moments de succès, dans les moments plus compliqués, vous en avez parlé tout à l'heure, quand on pensait que c'était terminé pour la Legacy Warriors, ils sont revenus. Ils sont allés glaner ce titre en 2022. Il ne faut pas oublier que le titre de 2019, ils ne sont pas loin d'aller le chercher. Il y a les blessures, il y a tout ça, évidemment. Il y a toujours des circonstances dans les saisons NBA. J'enlève pas tout ça. Mais non, c'est un mec totalement dingue. C'est un des rares mecs où tu te lèves 4 heures du matin, tu vas te lever, tu sais que tu vas aller bosser 3 heures après, mais tu as envie d'aller voir une dinguerie de Stephen Curry en demi-finale de conférence Ouest ou en finale NBA. Parce que tu sais qu'il va claquer des trucs totalement dingues. Le 50 points contre Sacramento, tu en parlais tout à l'heure, c'est une des dernières dingueries qu'il a pu effectuer dans un match 7 contre une équipe, contre les Kings. C'est un derby là-bas, tu vois. Donc, en plus, les Kings qui revenaient en playoff après, je crois qu'il y avait 16 ou 17 ans de disette. Et il les a éteints, il les a carbonisés. Voilà, donc moi, Stephen Curry, c'est vraiment... en fait, c'est une légende vivante qu'on voit depuis 10 ans, qu'on voit depuis 15 piges, qui va continuer encore pendant quelques années, parce qu'avec sa manière de jouer, il a encore quelques années, il en a un peu sous la jante. Et moi, en fait, je serais content, plus tard, quand j'aurai mes enfants, de leur montrer des images de Curry, tu vois, et de leur dire, ben voilà, moi je l'ai vu ce mec-là, je l'ai vu jouer, et tous les joueurs que tu vois maintenant depuis 10 ou 15 ans, là, qui shootent à 3 points, qui ceci et qui cela, et les révolutions qui vont arriver après, elles seront aussi arrivées parce que Stephen Curry a connu la NBA et a connu la plus grande ligue de basket du monde. Donc voilà, donc pour moi, voilà, je dis tout ça pour Stephen Curry. Donc pour le numéro 1, ça sera encore un niveau dessus. Mais voilà, donc j'entends complètement qu'il soit 4-3, voire pas dans les classements, je peux entendre. Mais voilà, pour moi, il y avait 2 noms qui sont sortis, 1 et 2, et après j'ai commencé à réfléchir. Mais Stephen Curry, c'est un mec, c'est une légende. Le mot, on l'utilise parfois un peu trop facilement, mais c'est une légende, ce mec-là. Et en plus, il a tout. Je termine là-dessus, c'est babyface, c'est la belle image de la NBA. Alors pour certains, c'est une image un peu trop lisse, mais c'est un mec bien sous tout rapport. Il a sa famille, il a ses enfants. Tu vois qu'il est sain d'esprit, sain de corps. C'est un mec, putain, t'as envie d'aller d'aller jouer avec lui. Tu sais que tu vas te prendre une branlée, mais tu t'en fiches. T'as envie de tâter du ballon avec lui, tu vois. Ouais. Et j'avais une question d'ailleurs pour vous. Vous trouvez qu'il a été assez critiqué là après la finale de Paris sur les réseaux, sur le fait qu'il était quand même assez arrogant quand il a mis les 4-3 points, etc., les célébrations. Non. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du basket. Ouais, tu sais, j'ai même envie de te dire plus largement, et moi j'en ai parlé avec des membres de ma famille qui ne suivent pas forcément la NBA et le basket. Les Américains ont été énormément critiqués pour leur attitude arrogante. Mais en fait, c'est la NBA aussi. Et moi, la façon dont
j'ai répondu à cette question, et notamment pour Steph, LeBron. Quand ces mecs ont cette attitude sur le terrain, ça veut dire qu'ils ont un niveau de respect et de crainte pour l'équipe adverse qui est supérieur à la moyenne. Donc, s'ils se sont permis d'avoir cette attitude contre l'équipe de France, c'est qu'en fait, ils ne faisaient pas du tout les malins contre l'équipe de France. Je suis d'accord. Et je pense que les joueurs français, tu vois, en ont conscience. C'est pour ça qu'aucun joueur français, à la fin, dit « Ouais, ils ont été arrogants, machin ». Non, parce qu'ils connaissent les Américains et ils savent que quand les Américains se comportent comme ça, c'est qu'ils te respectent et que s'ils se permettent à la fin de critiquer et faire du night-night, c'est parce qu'il a eu chaud aux fesses, l'ami Steph. Non, complètement d'accord. Ouais, moi juste et après oui ça a critiqué parce que c'est notre côté, notre petit ego français qui a été touché parce que on était à un doigt de pouvoir atteindre l'Olympe olympique. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a fallu que ce mec-là, qui est une légende du basket, claque une de ses plus belles performances en carrière internationale pour pouvoir aller glaner le seul titre qui lui manque. C'est quand même ça sera dans les livres d'histoire sportive, dans le panthéon du basket, on va s'en souvenir de ça. Et même au lieu de râler, de critiquer, on a kiffé, on a eu mal, mais on a kiffé parce que c'était notre équipe en face. Donc, Yannick qui nous pose une question en privé, on l'expliquera tout à l'heure. Mais voilà. Donc, Steph Curry pour moi numéro 2 et on va pouvoir passer. Non, Yannick, t'as donné ton numéro 2 ou pas? Non, pas du tout. Non, pardon. Bah oui. Bah Yannick, est-ce que tu es totalement d'accord avec moi, même si c'est un joueur en activité, tu as peut-être fait un petit passe droit, non? Non. Alors en fait, non. Pourquoi? C'est parce que lui, il va remonter, il va chambouler il chamboulera mon classement quand on aura fait l'ensemble de sa carrière. En fait, pour moi, une carrière, c'est un peu comme un tableau. Si tu prends pas le pas de recul une fois qu'il est fini, quand c'est en work in process, il reste toujours 2-3 trucs. Il y a encore des dingueries à aller chercher. Donc c'est pour ça que je mets pas de joueurs en activité. Et voilà. Pour moi, mon numéro 2, c'est Magic Johnson. Pourquoi? Parce que Magic, c'est le premier match NBA que j'ai vu contre un autre joueur dont je parlerai, puisque tout seul comme un grand. Voilà. Magic, c'est Tom qui en a parlé tout à l'heure. C'est un joueur qui a. Ou c'est toi, Chris, je sais plus. Non, c'est Tom qui en a parlé. Donc, c'est un joueur qui a changé complètement la face de la NBA avec son sourire, qui est aussi une part sombre, qui est toujours là, qui est roi du trash talking. On parlera de l'empereur même du trash talking. Mais c'est un joueur qui m'a procuré des émotions. Vous parliez de vous lever. Ben moi, en fait, c'est quand j'étais tout petit. Je me levais alors que j'étais en 6e, tu vois, pour aller le voir. Et tu parlais de l'Open McDonald's. L'Open McDonald's en 1991, c'est les Lakers qui sont venus juste avant qu'il annonce sa séropositivité. Et quelques semaines avant, donc ces derniers matchs ont eu lieu en France. Voilà. Magic, c'est le Showtime, c'est une époque, c'est une révolution. C'est courir partout, c'est les passes aveugles, c'est un sens du jeu, c'est un amour pour le basket. Enfin voilà, Magic, c'est iconique, quoi. Donc voilà, il y avait tout, il y avait l'envie de gagner. Alors oui, il y a des défaites en finale, mais voilà, c'est Magic, quoi. C'est un sourire, c'est tout. Bon, on est d'accord sur Magic, classé numéro 2 pour toi, Yannick. On va arriver à notre numéro 1. On va débattre évidemment, mais on va essayer d'être concis parce qu'on est déjà à 1h18 d'émission, mais bon, on va essayer de faire en sorte quand même de pouvoir argumenter chacun et de pouvoir exprimer nos points de vue, évidemment. Mon pauvre Yannick à 3 contre 1, tu vas passer tellement un mauvais moment. Parce que là, même Jules je te le dis, il n'aura pas l'audace de te mettre DiVincenzo ou Miles McBride. Non. Parce que du coup, la question, on en parlait il y a quelques instants, la question que Yannick nous a mis en privé, on vous la donne. Est-ce que Stephen Curry est le meilleur joueur de l'histoire né à Akron? Voilà, si vous avez la référence, vous avez compris qui est notre numéro 1. Alors, avec Tom, je sais. Jules, est-ce que tu as le même numéro 1 que nous? Comme ça, j'ai le même numéro 1 que vous.
On va te laisser la parole. Tiens, on va te laisser la parole sur le numéro 1. Tom et moi, on pourra compléter. Et ensuite, Yannick, évidemment, pourra nous parler de son 23 à lui. Okay. Désolé, hein, Yannick, hein, mais moi, en numéro 1, c'est LeBron. Donc, je suis assez jeune, mais clairement, depuis que j'ai commencé à suivre le basket, c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Après, moi, je suis pas toujours fan, en vrai, honnêtement, de tous ces débats du GOAT, tout ça, parce que je pense que des fois, c'est compliqué de comparer. Mais rien que le fait qu'il soit dans le débat du GOAT, pour moi, ça montre la grandeur de ce joueur. Et là, il a 39 ans, c'est vraiment, je trouve, important de profiter de ces dernières années. Donc voilà, LeBron James, c'est 4 titres NBA, 4 fois MVP des finales, 4 fois MVP, meilleur scoreur de l'histoire. Et moi, ce qui m'a aussi, dites-moi, parce que moi, du coup, quand il a été drafté en 2003, j'étais pas né, mais il a clairement répondu aux attentes placées sur lui quand il sort du lycée. En fait, ça, je trouve que c'est quand même assez fort. En fait, c'est qu'on l'attendait qu'il soit un joueur all-time, et ça a été un joueur all-time, ce que j'admire énormément. Donc après, des accomplissements dans sa carrière, il en a eu plusieurs. Mais pour moi, le meilleur, ça reste quand même celui de 2016, qui était en plus au début où j'ai commencé à suivre la NBA, où il remonte 3-1 contre l'équipe all-time des Warriors qui avait fait 73 victoires. La plus grande Et ce que je équipe trouve de aussi l'histoire intéressant, du c'est qu'il basket. a aussi écrit sa legacy un peu dans la défaite, en fait. Parce que par exemple, en 2018, il perd en finale contre les Warriors, mais rien que le fait qu'il emmène son équipe, qu'il gagne la conférence Est et qu'il emmène son équipe en finale NBA, en fait, c'était déjà quelque chose clairement d'incroyable. Et ensuite, après, si on va un peu sur le joueur, c'est un profil ultra complet qui sait clairement tout faire et qui a aussi un QI basket très élevé. Et moi, j'aime bien, c'est ce que un peu, je crois, tu disais, Tom, tout à l'heure, de dire que s'il y avait un débat du GOAT, de dire que en fait, Jordan, c'est peut-être la meilleure carrière au niveau culturel, mais que le meilleur joueur de basket, c'est LeBron James. Et ensuite, il y a quand même ce qui le caractérise, c'est clairement sa longévité. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo qui avait un peu tourné où il y a Jabari Smith qui en match lui dit en fait qu'il avait joué avec son père. Et ça, moi, j'avais trouvé ça ouf. En fait, il a marqué clairement plusieurs générations. Moi, par exemple, j'ai 18 ans, mais j'ai été marqué par lui. La génération d'avant a été marquée aussi par ce joueur. Et je trouve ça, moi, je trouve ça incroyable. Et on ne reverra peut-être pas un joueur comme LeBron. Donc, franchement, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bravo, très belle démonstration, Jules. J'ai une larme aux yeux. Ouais, moi, je vais juste appuyer sur un ou deux éléments parce qu'évidemment, moi, c'est pareil, c'est LeBron en numéro 1. En fait, quand j'arrive à ce niveau-là, ce sommet-là, dans ce classement-là, en fait, t'es gagné, alors ça compte, mais que tu en aies gagné 4, 5, 6 des titres, en fait, c'est même plus ça, tu vois, c'est l'accomplissement sur le terrain, c'est ce que tu as donné en tant que joueur, ce que tu as donné en termes d'émotion, ce que tu es aussi en tant qu'homme. On parlait tout à l'heure, tu en as beaucoup parlé, Yannick, de ces joueurs et de ces hommes qui ont beaucoup donné à la société, à la communauté dans des époques compliquées, beaucoup plus compliquées pour les éléments qui les concernaient que peut-être aujourd'hui, même si les problématiques sont différentes. Mais LeBron James, en termes d'accomplissement pour la société, en termes de tout ce qu'il a pu donner, faire et ce qu'il va continuer à faire, on peut avoir des débats sur le joueur, on peut avoir des débats sur l'accomplissement sportif, mais pas sur l'accomplissement sociétal. Et donc, pour moi, en plus, c'est pas ça qui va faire la différence, mais en plus de ça, c'est le côté, voilà, tu as l'impression qu'il est parfait presque sous tout rapport. Et pour revenir sur le cadre sportif, moi, c'est des émotions totalement dingues. Le titre de 2016, moi, je pense que c'est via ce titre-là qu'il peut rentrer dans la discussion ultime, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Parce que ce titre-là, il est en fait, on aurait voulu écrire un film sur cette saison-là et sur la finalité qu'on ne l'aurait pas écrit en fait, parce qu'il est tellement improbable. Tout est improbable. Tu joues contre l'équipe qui a le meilleur bilan. T'es mené, tu reviens dans un comeback qui n'a jamais été fait, dans un match totalement étouffant avec des actions historiques, des actions qui le caractérisent. Et pourtant, LeBron, il avait déjà presque 20 ans de NBA dans les pattes à cette époque-là. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et voilà, et il va continuer à écrire l'histoire. On a là la saison 2024-2025 qui arrive. Moi, j'en ai écrit un petit article pour TFA. Dans ce que j'ai mis, on n'a pas de date, mais ce qu'on attend, c'est le premier match avec son fils. Au-delà de l'aspect compétitif, au-delà de vraiment ce que va valoir Bronny James sur un terrain, parce qu'on va attendre et avant de juger. Mais juste pour ça, il va écrire l'histoire de son sport
Certes, dans d'autres sports, ça a déjà été fait qu'un fils et un père jouent ensemble, mais pas dans le basket et pas en NBA. Donc, il a des accomplissements personnels, il a des accomplissements collectifs, il a des records, il a des titres, il a un palmarès sur le terrain, il sait tout faire, il a des accomplissements sociétaux. Ah voilà, c'est LeBron, les gars, c'est LeBron. Voilà. Donc, merci, comme tu l'as dit, Jules. Merci, respect. Et juste, je terminerai là-dessus. Le mec, il va avoir 40 ans en décembre. Je reviens sur les JO très, très vite. Le niveau qu'il avait, l'envie qu'il avait d'être sur le terrain et de tout écraser, de tout dominer, c'est la preuve que ce mec-là, jusqu'au bout, je pense pas que ce sera un mec qui fera la saison de trop. Comme malheureusement beaucoup de légendes ont pu faire, il saura s'arrêter. Et je rebondis juste sur ce que tu dis, Chris, après je te laisse la parole, Tom. Mais j'ai eu la chance d'aller le voir, Team USA à Lille, quand ils ont joué contre le Sud-Soudan. Et en fait, vraiment, j'ai halluciné. En fait, de le voir en vrai, c'est vraiment quelque chose de différent. Genre vraiment. Et quand il était sur le terrain, enfin, il avait, je sais pas comment expliquer, mais un espèce de contrôle. Il faisait toujours la bonne passe, toujours les bons choix. Enfin, il a vraiment un charisme. Et quand on le voit en vrai, c'est encore plus impressionnant. Et ouais, juste pour rajouter ça, ça montait quand même la splendeur du joueur. Et à 39 ans, moi, le match contre le Soudan, j'avais l'impression que c'était le meilleur joueur sur le terrain. Et ça l'était. Oui, ça devait l'être. Hein. Oui, ça devait l'être, clairement. Tom, est-ce que tu vas rajouter des éléments sur cette ode à LeBron James? Bon, moi, vous le savez, hein, LeBron, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, je ne vais pas le faire. Et ce qui est très important de rappeler dans ce débat-là, c'est que on n'est pas là à mettre en avant des arguments pour un joueur ou un autre joueur pour, entre guillemets, dézinguer l'autre. Ça, c'est très important de le dire parce que dans ce débat, on a souvent des « ouais, LeBron a fait ça, mais Jordan n'aurait jamais pu faire ça » ou « Jordan a fait ça, mais LeBron n'aurait jamais pu faire ça ». Non, c'est deux joueurs et c'est deux êtres humains qui vont au-delà de leur sport. Ouais. Moi, pourquoi je mets LeBron James devant Michael Jordan? L'un des arguments principaux, c'est que en étant sportif, j'aurais aimé avoir un capitaine comme LeBron James et pas comme Michael Jordan. En tant qu'être humain, j'aurais aimé avoir un père comme LeBron James et pas comme Michael Jordan. En fait, en tant que fan de basket, j'aurais aimé et j'aime que mon franchise player soit LeBron James et pas Michael Jordan. Et pas pour dénigrer Michael, mais c'est juste que tout ce que représente LeBron sur le terrain et en dehors, c'est toutes mes valeurs et toutes mes convictions personnelles. Donc après, l'aspect sportif, vous en avez très bien parlé, la longévité, les titres, les records. Parce qu'on oublie de le dire, hein, mais LeBron James, quand on parle de records, il n'y a pas un tableau ou très peu de tableaux où LeBron James n'est pas soit numéro 1, soit dans le top 3. LeBron James est un joueur qui a joué aux 5 postes et sur les 5 postes auxquels il a joué, il établit des statistiques qui sont inhumaines. LeBron James a gagné le plus grand titre de l'histoire du basketball en 2016 contre la plus grande équipe de l'histoire du basketball après avoir éclaté un record que tenait Jordan avec les Bulls. En fait, LeBron James, c'est un film hollywoodien, sa vie. C'est-à-dire que c'est rigolo, tu vois, Yannick, tu nous disais, est-ce que Steph est le meilleur joueur d'Akron? Mais pourquoi on connaît Akron? Pourquoi on parle autant de l'Ohio? Parce que LeBron James, parce que c'est un mec qui te met une ville pauvre avec une histoire hollywoodienne où c'est un fils qui a été élevé sans son père, avec une mère qui avait peu de moyens. C'est tout ça, LeBron. C'est tout cet aspect de non-rationalité où le mec n'aurait jamais dû, dans aucune histoire qui doit être tracée par la vie, ne doit se retrouver là où il est aujourd'hui. Et il y parvient. Aujourd'hui, il a 39 ans, il fait encore partie, et de façon assez unanime, des 10 meilleurs joueurs de son sport à 39 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie en fait dans la ligue la plus compétitive de l'histoire qu'est la NBA actuelle. Donc tous ces arguments font que, comme je disais, Michael Jordan est peut-être le GOAT culturel, mais le GOAT sportif de l'histoire du basketball, pour moi, c'est LeBron James. À toi, Yannick. Ah, mais si vous voulez, moi, vous avez. C'est subjectif. Moi, après, c'est une question aussi de génération. Clairement, il y a un choc de génération. Moi, j'ai connu Michael Jordan au moment où il gagne son premier titre en 91 et justement contre Magic. C'était la passation de pouvoir. Michael, c'est quelque chose
de vraiment très à part. Effectivement, il a une grosse part d'ombre, notamment en termes de coéquipier qu'il était. C'était le premier joueur surmédiatisé, c'était le premier joueur. Il a tracé la voie en fait. Et c'est là où c'est au-dessus. Et après, effectivement, pour moi, c'est le compétiteur ultime. C'est le gars qui pariait sur tout et n'importe quoi. Il était vraiment un joueur complètement à part. Et c'est le premier à avoir amené le basket dans la pop culture. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les droits télé sont aussi élevés, c'est parce qu'il y a eu Michael Jordan. Parce qu'il y a eu les premières signatures shoes, c'était Michael Jordan. C'était donc tout un aspect culturel. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect culturel. Et après, en termes de jeu, moi, je me suis posé la question. Ta vie en dépend à qui tu donnes la balle pour le dernier shoot. Moi, c'est même pas une hésitation, c'est Michael Jordan parce que tu sais qu'à la fin, il va mettre dedans. Tu le sais. Parce que la partie Bulls, on reparlera pas de la partie Wizard, mais de la partie Bulls, quand il finit avec The Shot au Delta Center, c'est tellement iconique. Donc c'est l'interception, il remonte la balle, il met un cross et il s'arrête sur la ligne des lancers francs sur un pull-up. Il finit avec la main qui toujours en l'air. Voilà, c'était sur le terrain, c'était une élégance rare. C'était lui aussi un game changer parce que c'est le premier à avoir mis la préparation individuelle. Et puis, si on va sur le basket pur, c'est un titre NCAA, une seule finale, une victoire. En NBA, 6 finales, 6 titres de MVP des finales, 6 victoires. Et voilà. Et il y a aussi le fait que lui, il a été, à part Washington, les 2 ans après sa carrière à Chicago, il a toujours été fidèle au maillot chicagoan. Voilà. Est-ce que si on faisait un podcast top 5 avec les équipes de MLB, est-ce qu'on mettrait Michael Jordan? Alors, écoute, là-dessus, j'ai une anecdote parce qu'il y a, en fait, ce qui se passe, c'est quand il se met au baseball, il y a la grève. Oui. En Major League. Donc, il se met au baseball en 94. Il accepte de prendre le bus avec les autres. Tout le monde est halluciné par sa disponibilité pour signer les autographes à tous les fans, à tous les adversaires, tout ça. Jerry Reinsdorf, qui était aussi son propriétaire, va le voir, lui dit: écoute, tu as l'occasion de jouer en Major League parce qu'il y a la grève. On envisage de faire monter tous les joueurs de Minor League, machin. Il a refusé. Il a dit: moi, jamais, je ne serai jamais un briseur de grève. Ok. Bon. Donc, tu vois, il y a ça à côté. Donc voilà. Et puis, la phrase la plus iconique, c'était quand même Larry Bird qui l'a sorti. Dieu s'est déguisé en Michael Jordan. Ça peut aider dans la discussion pour le débat, en tout cas. Et si c'est un des rois du trash talk, Larry Bird qui le dit, voilà quoi. Oui. Bon, en tout cas. Et il a brisé des carrières aussi, Michael Jordan. Il a empêché beaucoup d'avoir des titres. Donc voilà. Alors, ça pour moi, argument non valable. Hein, parce que Michael Jordan a empêché beaucoup de joueurs d'avoir des titres, mais je pense que LeBron James a empêché beaucoup de joueurs d'être reconnus en tant que joueurs de basket. Et là, tu vois, et là où un des arguments pour moi, je le mets plus en faveur de LeBron, c'est que Jordan est un grand champion, un grand vainqueur. Mais je pense que la majorité, et pour le coup, vraiment, j'en suis persuadé, hein, des joueurs qui ont joué avec LeBron James ont une carrière et ont une reconnaissance parce qu'ils ont joué avec LeBron James. Et c'est pas forcément le cas avec Jordan, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord avec Tom et Yannick, pardon. Est-ce que tu trouves, par exemple, que Jordan, c'était un joueur qui vraiment rendait les autres meilleurs? Parce que LeBron, quand même, il rend les autres meilleurs. Ça, c'est clairement un des arguments qu'il y a pour lui. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que personne ne sera d'accord avec moi, mais Scottie Pippen ne fait pas sa carrière. Ah oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, là-dessus. Si Michael n'est pas là. Oui, mais même Rodman, hein.
Rodman fait une super carrière avant. Oui, mais il n'aurait pas la carrière et tout le truc qu'il a. Il n'était pas arrivé à Chicago, tu vois. C'est pas répondre à la question que de dire ça, de dire que Scottie Pippen n'aurait pas la même carrière s'il avait pas eu Jordan. Est-ce que sur le terrain, il prend les autres meilleurs? Jordan n'aurait pas eu la même carrière s'il avait pas eu Pippen à côté de lui, hein, parce que Jordan, il se met à gagner des titres quand Pippen est là. La question est-ce que Jordan rend un joueur lambda meilleur? Alors, moi, B.J. Armstrong a été meilleur avant avec Michael Jordan qu'après. Dans tous les joueurs après étaient rincés, enfin pas rincés, mais ils n'ont pas eu de carrière après. Donc et puis Michael, il avait besoin de personne en fait. Quand il était à son prime, il avait besoin de personne. Et surtout, en fait, le truc, c'est que Michael, il avait besoin de personne parce que lui, le truc, c'était la domination. En fait, Michael Jordan a changé le truc dans le sens où c'était la pure domination. C'est-à-dire que c'était n'importe qui. En fait, il voulait le dominer. N'importe qui. Il y avait 5 joueurs en face. Il voulait le dominer un par un, chacun. Et ça, en fait, c'est un truc qui ne peut pas s'expliquer. C'est la domination, c'est l'ultra compétitivité, l'ultra domination. Et il voulait humilier tous ses adversaires, et y compris à l'entraînement. On l'a vu dans The Last Dance. Et il voulait assurer la domination. Alors, c'était par le trash talking, c'était par les paniers, c'était par les dunks, où il allait frontalement sur tout le monde, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je n'aurais jamais voulu avoir un mec comme ça dans mon équipe. Ouais, mais il a changé. Enfin. Moi, je suis désolé, je comprends l'argument, c'est peut-être, et on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être le plus grand gagnant et le plus grand compétiteur de l'histoire de ce sport. Mais là où moi, entre guillemets, et c'est là où ce débat rentre dans une subjectivité totale, c'est qu'aujourd'hui, tu es sportif d'un sport collectif. Ouais. Je veux pas que mon capitaine soit ce qu'a été Michael Jordan, comme Kobe. En fait, je veux pas que mon capitaine soit Kobe Bryant. Et ce qui est rigolo dans ce qui donne, entre guillemets, une corde de plus à mon arc et une flèche de plus à mon fourreau pour tirer, entre guillemets, pas sur Jordan, mais pour donner encore plus de valeur à LeBron. Qui a rendu humain Kobe Bryant? Qui a rendu, et dans les documentaires qu'on voit, et quand il y a des retours de joueurs, qui était l'homme qui a rendu humain Kobe Bryant? Et ben, c'est LeBron James. Et tu vois, c'est là où, pour moi, LeBron a un truc en plus, c'est qu'il a ce côté où, tu sais, c'est tout bête, hein, mais j'ai ce côté où LeBron, il rentre dans une salle, et tu as envie de le suivre, tu as envie d'aller rigoler avec lui. Jordan, il rentre dans une salle, tu es hypnotisé par son aura et son charisme, mais tu peux pas t'identifier à Jordan. Tu peux pas... Pour reprendre ton argument, Tom, et parce que pour pas être anti ou pro machin, on n'est pas là pour ça, mais est-ce que du coup, si tu es sportif, mais tu le veux pas, si j'écoute ton argument, tu veux pas avoir, tu préfères avoir LeBron en capitaine que Michael, ok. Mais si tu es sportif et que tu veux gagner, bah je veux gagner avec LeBron et je veux pas gagner avec Jordan. Donc en gros, toi, tu préfères comment s'appelle, Saint-Étienne 76 à défiler parce que tu as perdu sur les champs, quoi. Tu vois pourquoi ton argument n'est pas bon? Si on parlait de trophée et de gagnant, pourquoi Bill Russell n'est pas dans le numéro 1? Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a perdu des finales. Non, mais d'accord, mais c'est 11 titres. Oui, mais mais il a perdu des finales. Michael, c'est 100%. Il n'a jamais perdu une seule finale. Et je vais même te dire une chose, il demandait la balle pour avoir le dernier shoot. Les mecs qui aujourd'hui prenaient le dernier shoot pour gagner la balle, si aujourd'hui tout le monde se bat pour avoir le dernier shoot, c'est Michael Jordan. Ouais, et ben moi je préfère encore une fois que le joueur qui domine mon équipe ait l'intelligence de soit prendre le dernier shoot parce qu'il considère que c'est un bon shoot, soit de faire la bonne passe parce qu'il considère que c'est la bonne passe. Tu peux faire la dernière passe, la dernière action, ok. Mais... Et ça rentrait même pas, tu vois, dans le truc où ça ne rentrait même pas dans le questionnement de Jordan. C'est est-ce que je dois faire cette passe à ce moment-là? Sauf que, alors, d'accord, Steve Kerr en 2017,
Michael, il va voir Steve Kerr et il dit écoute, il va en faire prise à 2 sur moi, je te lâche la balle En et tu mets dedans. 2017. En En 97. 97, 97. En 97. Donc tu vois, il l'a fait. Pareil, en 93, il sert de leurre sur la remontée de balle et derrière, c'est Paxton qui le met. Mais pendant toute la saison, c'était lui qui prenait les derniers shoots. Et ça, tu vois, c'est la pure domination. Non, Et c'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Et tu sais, on parlait de game changer. Avant lui, la NBA, c'était pas la professionnalisation à outrance. Il a D'accord. amené ça. Et si aujourd'hui, LeBron passe $1 million en termes de préparation physique juste pour son corps, c'est parce qu'il y a eu un précurseur avant. Mais Voilà. je ne remets pas en question non, le précurseur. Et c'est mais ça en le fait, problème. le truc, Non, mais c'est ça le problème de ce débat, Mais c'est qu'on oui. a tendance à dire il y a eu un précurseur. Mais en fait, dans tous les sports, il y a eu des précurseurs. bien sûr, mais pour moi, il n'a pas encore dépassé. Et regarde, Mais alors, qu'est-ce qui le ferait te dépasser? C'est ça Bah, la là, question. C'est que mais pour débat, en l'instant, fait, il n'y a rien qui ferait te dépasser dans ce cas-là. Parce que Est-ce c'est que quoi? tu C'est aurais un avoir. titre? Est-ce que tu aurais un titre là, comme ça, genre un titre avec son fils, un retour encore en héros à Cleveland, en fait, un Rien titre qu'une avec bague le à mec. 40 ans. Ouais, non, mais moi, il y a un truc, c'est qu'il me donnera jamais. Enfin, l'émotion. LeBron me donnera pas l'émotion que j'ai connue. Voilà. Tu vois, Ça, c'est normal, ça, c'est ta génération. Voilà. Et ben, c'est ça en fait le débat. C'est, tu vois, c'est subjectif. Donc, moi, c'est l'émotion que ça m'a procuré. LeBron James, je dis pas, mais pour moi, ça a été tellement mécanique, c'était tellement musculeux. Tu l'as dit. Enfin, c'est tellement musculeux, ça m'a pas procuré les mêmes émotions. Et pourtant, tu vois, je l'ai vu au lycée, tu vois, j'ai vu parce que moi c'était le début d'Internet, on arrivait à choper des images et c'est pas pareil. Tu vois, c'est l'émotion en fait. Mais j'entends beaucoup plus cet argument-là que tous les autres que tu viens de me citer d'avant. Je préfère Mais beaucoup après- plus que tu me dises, au lieu de me dire que Jordan a été précurseur de machin, de ça a été un plus grand gagnant que LeBron, pour moi, ça, c'est des arguments qui tiennent pas. Mais que tu me dises subjectivement, j'ai eu plus d'émotion à voir Jordan que LeBron, bah ça, oui. je l'entends beaucoup plus. Comme les fans de Jordan doivent entendre que notre génération a beaucoup plus de plaisir à voir LeBron sur un terrain que tous les autres. Mais ça, c'est très subjectif. Ah oui, oui, mais encore une fois, nous on a connu les deux générations en fait. C'est ça en fait. Oui, C'est ça toi, qu'il faut voir. t'es sur un hybride. Tu vois, t'as connu les deux. Donc, c'est vrai que. Et oui, et donc si tu veux, tu vois, il y a 2 sweeps quand même qui font tâche. Tu vois aussi. Pour LeBron, Ouais, mais Ouais. 2018, pour moi, ça fait pas tâche du tout. 2018, pour moi, tu perds contre la plus grande équipe. Et tu vois, pour le coup, tu as battu la plus grande équipe de l'histoire en 2016 et tu perds contre l'équipe ultime Ouais. en 2018. et tu fais. Et Pour tu moi, ça fait sweeps pas En tâche. arrivant en finale NBA, ce qui est déjà un exploit avec l'équipe. Tu sweeps en perdant le premier match à l'Oracle J.R. en Smith. mettant 50 points et parce que J.R. Smith ne regarde pas l'horloge et décide de ne pas shoot. Tu vois, la fameuse image de LeBron. Donc après, Ouais. on refait l'histoire, tout ce que tu veux. Et Oui, mais bien sûr, bien sûr. premier sweep, LeBron, il est jeune. Voilà, c'est contre les Spurs. juste, On en a c'est- parlé c'est tout à quoi- l'heure avec c'est- Duncan et compagnie. Donc, C'est quoi le deuxième sweep? c'est 2007. c'est 2007 le premier Ouais, contre les Spurs. la première finale quand Tony c'est un Parker, jeune demi-finale. voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais Mais du juste- coup, pour moi, pour contrer cet argument-là, c'est qu'en 2007, ce monsieur arrive en finale avec une équipe de. Si tu fais Comme en oui. 2018, exactement. D'Andy Ah, je vous- Sport. C'est pas aucun manque de respect. Hein. Mais je pense pas, tu vois, que la preuve, hein, Jordan n'a jamais réussi à atteindre des finales aussi jeunes avec une équipe que LeBron a eue de cette manière-là. Et juste, Yannick, Oui. une question sur l'argument que tu avais là sur le dernier tir. Ouais. Est-ce que tu trouves pas qu'en fait, enfin bon, après c'est ma vision, mais pour moi en fait, le joueur ultime, c'est pas quelqu'un qui va prendre le dernier tir, c'est quelqu'un qui va réussir à gagner le match. Et donc si des fois LeBron, c'est peut-être pas lui qui va prendre le dernier tir, mais justement, il va peut-être faire la passe au mec qu'il faut pour gagner le match. Alors, moi Et que là-dessus, peut-être quand même, on sait que, enfin après voilà, moi c'est ce que je sais à travers les documentaires de ça, que avant l'époque Phil Jackson, Scottie Pippen, tout ça, il est quand même dans des excès de Jordan quand
en 80, bah là, à l'époque, 88, tout ça, il est quand Ouais. même dans des excès, tout ça. LeBron n'a jamais été dans ça, sauf si je me trompe. Et en fait, Mais moi, je trouve que bah, cet argument, Libre, pour moi, après, c'est que mon avis, il marche pas trop parce qu'en fait, le Libre, vrai bon joueur, c'est pas lui qui va prendre les tirs, c'est celui qui va mettre en bonne condition ses coéquipiers enfin voilà, pour gagner le match. LeBron n'est pas comparable à Michael Jordan. Si tu dois comparer avec un joueur, c'est avec Magic. Pour moi, à mon avis. Oui, non, mais Ou oui, je suis Larry d'accord Bird. avec toi, mais moi, je te Mais parle du dernier après, tir, là. ouais, mais pour le dernier tir, en fait, le On s'en basket, fout que ce soit Jordan qui le prend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, alors je suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est le franchise player doit prendre ses responsabilités. Et Steve Kerr, c'est toi-même qui as dit qu'en 97, Steve Kerr, il a servi de l'heure et il a servi de l'heure. bah Et voilà. ok, C'est fou cette image de le franchise player doit prendre le dernier tir. Pour moi, le franchise player, qui est en fait le leader de ton équipe, doit faire le bon choix au bon moment. Exactement. C'est ça Si pour c'est moi lui un qui doit le franchise prendre, il le player. prend. S'il doit faire la passe, il fait la passe. C'est-à-dire que si le Ouais. franchise player doit prendre automatiquement le dernier tir, désolé, je vais être caricatural et c'est pas du tout ce que je pense, hein, mais va faire un sport individuel. ouais, mais en fait, le basket, c'est aussi un truc de domination. Tu dois dominer le terrain. LeBron est dominant. Non, Hein le but c'est de LeBron est quand gagner. même archi dominant. Wow, je suis pas sûr. LeBron n'est pas dominant. Oh, bon, allez, fin de débat. LeBron James est le joueur le plus dominant du basketball. Il n'y a pas de débat là, Yannick. Ok. Eh ben écoutez les gars, The Decision. Pourquoi il part à Miami? Bah, je peux citer 2016 après. Quel est le rapport avec la domination? Mais non, parce que quand tu es dominant, les joueurs viennent à toi pour gagner. Lui, il est parti pour aller gagner. Oui, mais pourquoi Ouais, The mais- Decision? Parce que Cleveland n'avait pas les moyens de lui rapporter un Scottie Pippen ou un Dennis Rodman à côté de lui à Cleveland pour Exactement. gagner. Il y a aussi Av- ça le avancé, truc, il c'est-à-dire gagne que pas, The Jordan. Decision, The Decision, c'est facile dans le sens où, oui, LeBron, c'est ce qui fera toujours tâche pour les pro Jordan, c'est il a quitté Cleveland pour gagner. Ok. Ouais. Moi, je reprends juste le concept de base de créer une équipe pour gagner. Encore une fois, Michael Jordan n'a pas gagné sans que son front office ait fait ce qu'il faut pour qu'il puisse gagner. Or, Ouais. à Cleveland, LeBron James n'avait pas un front office qui a fait ce qu'il faut pour que LeBron gagne quand il était à Cleveland au début. Et il est quand Et tu même peux revenu pas à me dire le Cleveland. contraire. Il est quand même revenu à Cleveland après en plus. Et il est il est- revenu à Cleveland et il a gagné en plus. Bah ouais, Oui, voilà. avec un front office qui lui a fait quoi? Qui lui a fait venir Kevin Love. Oui, dans la deuxième partie. D'accord. Dans la Donc, deuxième après partie. The Et la Decision. première partie, Shaq n'est pas venu. Non, mais arrête, Oh, Yannick. Shaq, Oh arrête. non, Eh, non. mais les gars, Arrête. On Shaq, a parlé de Shaq tout à l'heure. On a bien Non, dit mais Shaq, c'était Non, ok, à c'est Cleveland, Orlando, c'est les Lakers. il faisait 218 kilos et il court. Enfin, vraiment, ma petite nièce qui a 18 mois, elle court plus vite que lui à l'époque. Je te raconte. bah ouais, Shaq. et le front office a fait des moves pour Non, le le faire venir. front office, le premier front Oui, office, des mauvais le moves, premier ça. front office de LeBron à Cleveland est une fumisterie. Ah bah oui, mais écoute, moi je constate, c'est tout, tu vois. Et voilà, pour moi, enfin, et même, tu vois, la décision, The Decision, justement, a mis un voile sur sa carrière quand même. Tu peux pas. Ouais, Comme mais l'arrêt parce de- que comme l'arrêt- l'aspect parce que la communication a été un échec total et la preuve en est, plus personne n'a communiqué de cette façon-là. Donc Non, c'est aussi ça qui fait que À part ça- Griezmann, mais bon, bref. Oui. Et paradoxalement, tu vois, The Decision est un point d'ombre dans la carrière de LeBron James. Mais par contre, Ouais. quand on s'attarde un petit peu sur The Decision, LeBron James, grâce à The Decision, a permis aux joueurs d'avoir beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en avaient par rapport à leur franchise. Et je pense que si LeBron James avait joué à l'époque de Scottie Pippen n'aurait jamais eu les problèmes qu'il a eu avec son front office et n'aurait jamais été l'un des joueurs les moins bien payés de l'histoire. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que LeBron a eu cet impact sur le terrain et même au-delà du terrain dans le côté purement NBA et purement rapport aux joueurs, qui a un truc en plus parce que les gens avaient envie de le suivre. Là où Jordan était tellement clivant, là où Jordan était tellement inaccessible pour les autres. Et encore une fois, c'est pas pour défaire ce que l'un a fait, pour faire. Enfin, Bah, je dis pas ça en critique de Jordan, je dis juste que LeBron, grâce à The Decision, a apporté un aspect de. Pourquoi Kevin Durant a pu quitter Oklahoma pour rejoindre les Warriors?
pourquoi aujourd'hui on a des trades, des joueurs demandent leur trade parce que telle ou telle chose sont mal faites dans leur franchise et parce que eux aussi veulent une bague et parce que eux aussi veulent gagner. Je dis pas que c'est une bonne. Ça Mais a pas toujours du été tout. fait. Mais Bien sûr que si. aucunement, Yannick, aucunement dans l'histoire du basket, à aucun moment un joueur demandait son trade parce qu'il était soit mal payé, soit parce qu'il voulait gagner. Parce qu'au contraire, un des arguments aussi qui fait qu'il y a ce genre de débat, c'est le côté où les joueurs ont fait toute leur carrière dans une franchise. Mais parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aussi demander de partir aussi facilement qu'après The Decision. Non, et après, il y a aussi un autre aspect, c'est le développement de la NBA. Là, on part sur autre chose. Ouais, Pourquoi? et du coup, Yannick, je te coupe. Je te laisse aller sur ton propos et après on arrêtera parce qu'on est quand même sur non, mais bien sûr. record, là. Non, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, Tom. Ça a toujours existé. Des joueurs qui changeaient de franchise, ça a toujours existé. Demande à Scottie Pippen. Mais non, mais ça, c'est encore autre chose. À partir des joueurs qui demandaient leur trade, des joueurs qui changeaient d'équipe, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Je suis pas d'accord. La trade deadline a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est que, en fait, tu signais des contrats. C'est juste que les franchises, après, faisaient des questions de principe. Jerry Reinsdorf, c'était une question de principe. Tu as signé un contrat, tu vas jusqu'au bout. Et après, c'est les CBA qui ont complètement changé parce qu'il y a eu des accords différents. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est le rappeur aussi où le joueur n'est pas un morceau de viande et a aussi le droit de prendre ses décisions. Et là, tu as beau me dire ce que tu veux. Cite-moi un joueur avant LeBron qui a pu, entre guillemets, faire un aussi gros move que LeBron l'a fait. Pour tous les joueurs qui ont râlé pour leur contrat. Il était free agent. T'es free agent, tu signes où tu veux. Charles Barkley, quand il part de Phoenix, il est free agent. Non, mais d'accord. Ça a toujours existé. Il est free agent, mais il refuse un contrat que lui propose Cleveland à ce moment-là. Oui, mais t'as toujours eu le droit. T'as toujours eu le droit quand t'es free agent de signer où tu veux. Les gars, on va clôturer parce que si vous nous écoutez encore, vous avez peut-être, vous faites partie du record, peut-être, je pense, 1h50, le podcast le plus long de l'histoire de TFA. Donc, on a fait 3 heures. Ah, vous avez fait 3 heures. Bon, alors, en tout cas, peut-être que sur Tidegate. Quand on fera le top 5 des meilleurs podcasts de TFA, peut-être que celui-là sera, en tout cas en termes de longévité dans le classement, c'est sûr. Merci Yannick, merci Tom et merci Jules. On savait que ça allait être un énorme steak ce podcast-là. On espère en tout cas que ça vous a plu. Vous qui nous écoutez en premier lieu, nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à le faire et le débat continuera évidemment sans fin et sans fin, mais c'est aussi pour ça qu'on aime faire ce genre de discussion. Donc merci les gars d'avoir pu être présents, d'avoir surtout discuté de tout ça ensemble. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci les gars, à bientôt. Bon, on vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Il y a un podcast WNBA qui va arriver très vite aussi dans la semaine pour parler de l'actu de la Ligue féminine avec Tom. On sera là pour vous parler de tout ça. Et après, les podcasts continuent évidemment sur la NBA, sur les autres sports majeurs américains. Ça va continuer. Il y a les previews de NFL aussi, Yannick, là, qui tombent toutes les 2 fois par semaine. On fait par côté et on fait conférence par conférence, côté par côté, donc division par division. C'est parfait. Comme ça, vous pouvez vous mettre à la. Ouais, vas-y. Et aussi, on n'oublie pas de suivre le podcast ELF avec les Musketeers qui sont en play-off. Bon, c'est parfait. Plein de petites choses encore à écouter, à voir sur le site, l'application TFA et sur les plateformes de podcast. Allez, très bonne journée, très bonne semaine. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast. Et on vous dit à très vite. Allez, bye bye. Allez.